Salut là les amis, ici Ikami Animé. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de laisser des commentaires. Je ne suis ni Bobobi, ni Optimus Prime, ni le robot. L'anime commence en nous présentant Haruka, qui attire quelques gobelins dans un piège alors qu'ils le poursuivent. Tout en semant les monstres, il pense qu'il se fraye un chemin vers un autre monde. Mais avant cela, je dois vous raconter comment il en est arrivé là. Tout commence par une journée normale à l'école. Alors qu'il déjeune seul, comme d'habitude, en lisant l'un de ses livres, Haruka mène une vie bien solitaire. Non pas parce que personne ne veut être avec lui, mais parce qu'il préfère que personne ne s'interpose entre lui et ses précieuses lectures. S'il devait répartir ses camarades de classe en groupes, il dirait qu'il y a les délinquants, les sportifs, les filles populaires, les intellos et les personnages secondaires typiques. Mais il n'appartient à aucun de ces groupes. Soudain, un cercle magique apparaît sur le sol et commence à s'agrandir, semant la panique parmi tout le monde. Mais Haruka est un peu distrait et met du temps à comprendre ce qui se passe. Et quand il aperçoit enfin le cercle, il est tout excité pendant un instant, pensant que cela ressemble à ces histoires qu'il a l'habitude de lire. Cependant, son enthousiasme s'évanouit lorsqu'il se rend compte qu'être entraîné dans un autre monde et tomber n'est pas aussi génial que ça en a l'air. Il essaie de sortir de la salle de classe, mais la porte ne s'ouvre pas. C'est comme si son propre corps conspirait contre lui. Désespéré, il monte sur le toit. Mais à sa grande surprise, le cercle magique réapparaît et l'enferme. Soudain, Haruka se retrouve dans une pièce blanche. Il s'attend à voir le roi corpulent typique ou une princesse de conte de fées, mais non. À la place, apparaît un vieil homme plutôt solitaire, qui est en réalité le dieu de cet endroit. Apparemment, tous ses camarades ont déjà été transportés dans ce nouveau monde, et il est le seul à avoir été laissé pour compte. Même le dieu tout-puissant a ignoré sa tentative de fuite. Dieu lui ordonne de se dépêcher. Et Haruka est obligée de configurer ses attributs, comme si elle était dans un jeu vidéo. Normalement, chaque personne reçoit 50 points à répartir entre les compétences d'Hadok et la magie. Mais comme il y avait trop de monde, les meilleures compétences avaient déjà été choisies, et il ne restait plus qu'un tas de trucs sans intérêt. Haruka commence à analyser les options, et n'en croit pas ses yeux. Il voit des dés, des lentilles de contact, puis tombe sur des bâtons, qui ne sont en fait que des morceaux de bois. Il ne va certainement pas réussir à survivre dans un monde peuplé de monstres avec de telles babioles. Il se plaint qu'il existe des compétences absurdes comme bien-être et marcher, mais ce qu'il voulait vraiment, c'était pillage ou clairvoyance. Et il continue de tomber sur des choses ridicules comme communiquer d'entreprise et idiot. Il se demande comment quelqu'un d'aussi pathétique pourrait affronter des monstres. Et frustré, il attrape le vieillard et exige une explication. Agacé par tant de plaintes, le dieu décide de lui donner toutes les compétences restantes, juste pour qu'il s'en aille une bonne fois pour toutes. Haruka se lamente et comprend que sa vie dans ce monde a déjà commencé en mode cauchemar. Dès qu'il arrive dans la forêt, la première chose qu'il fait est de vérifier son sac magique, capable de contenir une quantité infinie d'objets, mais des objets inutiles. Après avoir enfilé les quelques vêtements qu'il possède, il se prépare à vérifier ses attributs. Avant de le faire, un message apparaît lui indiquant qu'il doit lancer les dés. Le résultat est plutôt inquiétant, mais n'ayant pas d'autre choix, il décide d'investir ses points dans la chance. Haruka analyse ses attributs et constate que sa chance est au maximum, ce qui le rend très heureux. En revanche, tout le reste un véritable désastre. Malgré tout, 2 compétences supplémentaires éveillant sa curiosité. Et il pense que cela est dû au fait qu'il a été téléporté seul. L'une d'elles est le solitaire, qui lui permet de soumettre ses ennemis. En imaginant une situation où il serait coincé dans un autre monde sans compagnie, il fait mentalement ses adieux à la possibilité de se constituer un harem, mais décide de ne pas trop s'en préoccuper. Après tout, sa priorité est désormais de trouver un endroit sûr et de quoi manger. Alors qu'il marche dans la forêt, il a du mal à distinguer le chemin, jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il possède la compétence, lentille de contact. En l'activant, il est très impressionné de pouvoir littéralement tout voir avec une clarté extraordinaire. En consultant son menu, il découvre que lentille de contact comprend également une compétence d'évaluation, ce qui lui ouvre tout un monde de possibilités. Grâce à cette nouvelle compétence, il trouve des champignons comestibles et commence à remplir son sac magique, capable de contenir une quantité infinie d'objets. De plus, il se rend compte qu'il possède déjà des potions dans son inventaire, ce qui le pousse à s'excuser mentalement d'avoir sous-estimé l'équipement du villageois. Il trouve ensuite une rivière et y puise de l'eau. En suivant son cours, il arrive à une grotte qui lui semble être l'endroit idéal pour s'installer. À l'intérieur, il se sent très à l'aise, puisqu'il dispose d'une tente et d'une lampe pour s'aménager. Une fois installé, il allume un feu à l'aide d'une compétence de température, convaincu que cela tiendra les bêtes à distance. En vérifiant à nouveau ses attributs,
Il se rend compte que sa magie de température a gagné un niveau et qu'il a en outre débloqué la magie du feu, la clairvoyance, la perception et la détection des ennemis. Satisfait, il finit par s'endormir et à son réveil, il ressent un immense soulagement de n'avoir rien vécu de dangereux pendant la nuit. Mais cela n'est arrivé que parce que ces objets possèdent un effet répulsif contre les monstres, ce dont il remercie le titre de piégé qu'il a reçu. Cependant, son estomac commence à gargouiller. Alors il rallume le feu à l'aide de sa magie du feu nouvellement acquise. Il mélange les champignons qu'il a cueillis avec la viande qui se trouvait dans son sac et assaisonne le tout, surpris par la saveur délicieuse de son petit déjeuner. Il ne s'attendait pas à être aussi doué en cuisine. Cela amène Haruka à réfléchir à nouveau à quel point l'équipement de villageois est surprenant. Il en vient même à se demander si cet équipement appartient vraiment à un villageois, car il ressemble davantage à celui d'un aventurier. Après avoir pris son petit déjeuner, il décide de réfléchir à la suite des événements. Alors qu'il continue d'explorer la forêt, à la recherche de ressources, il aperçoit au loin la présence de quelques gobelins. Il observe les deux gobelins sans se faire repérer et se dit qu'ils semblent être des proies faciles. Cependant, il sait que ses caractéristiques sont encore médiocres, et en saisissant son bâton, il comprend que tôt ou tard, il devra se battre. C'était peut-être le bon moment pour s'entraîner. Même s'il ne se sent pas très à l'aise avec le bâton comme arme, il décide d'utiliser sa compétence d'équipement pour y insuffler de l'énergie magique. Et à sa grande surprise, cela fonctionne. Encouragé par ce succès, Akura décide de devenir plus fort par ses propres moyens. Avec une confiance retrouvée, il s'avance vers l'un des gobelins et lui assène un coup très puissant à la tête avec son bâton magique, suivi de plusieurs autres jusqu'à ce qu'il le vainque. L'autre gobelin tente de l'attaquer, mais ses mouvements sont si prévisibles que Haruka parvient à les anticiper tous avec une extrême facilité. Il pointe son bâton, concentre de l'énergie à son extrémité et lance un rayon d'énergie, vainquant ainsi le deuxième gobelin. La bataille terminée et le soleil se couchant, Haruka réfléchit à son premier combat. Même si ce n'était pas parfait, il a réussi à s'en sortir. Il a toutefois l'impression d'avoir subi davantage de dommages psychologiques que physiques. Sur le chemin du retour vers sa grotte, il emporte avec lui l'une des massues des gobelins, mais se plaint qu'elle soit bien lourde, courte et inutile par rapport à son bâton, qu'il considère pour l'instant comme bien plus utile. En vérifiant à nouveau ses caractéristiques, il se réjouit de constater qu'il a gagné un niveau. Ses caractéristiques de base ont doublé, sa maîtrise des bâtons s'est considérablement améliorée, sa sensibilité s'est accrue, et il a même acquis une nouvelle compétence appelée enveloppement magique, qu'il pense avoir obtenue en imprégnant son bâton de magie. Il remarque également que sa compétence en gymnastique au sol a gagné un niveau, grâce aux entraînements qu'il a commencé ce même jour. Lassé de ne manger que des champignons, Haruka commence à avoir envie d'un peu plus de viande. Mais il sait que s'il exprimait cette pensée à voix haute, la déléguée de classe se mettrait très en colère. Malgré ses petits soucis, il décide de garder une attitude positive. La première chose que fait Haruka est d'utiliser sa nouvelle compétence enveloppe magique, grâce à laquelle il peut augmenter à la fois sa force physique et sa défense. Cela le met très mal à l'aise, en se rendant compte que c'était mieux que la plupart des compétences inutiles qu'il avait vues auparavant. Il se souvient que sa compétence d'évaluation a également gagné un niveau, mais en la testant sur divers objets, il n'arrive pas à comprendre les points d'interrogation qui apparaissent à la fin des descriptions. Il sort donc de la grotte pour continuer à explorer et, avec un peu de chance, s'amuser un peu plus dans ce nouveau monde. Il fait à peine quelques pas qu'il tombe sur un champignon. Au début, il est content, mais il le jette aussitôt par terre. Lassé de manger toujours la même chose, lassé de ces petits champignons, il pousse un cri de frustration. Désespéré, il se met à chercher un endroit où pousserait de la viande, comme si cela était possible. Ne trouvant rien, il abandonne cette idée et décide de tester sa nouvelle magie. D'un geste rapide, il active l'enveloppe magique qui entoure son corps, devenant aussi léger qu'une plume. Désormais, il peut se déplacer très rapidement et se sent invincible. Ses attaques ailées sont plus rapides et plus puissantes que jamais. Il décide donc de mettre sa puissance à l'épreuve en affrontant des gobelins plus grands que les précédents. Le combat est si facile qu'il prend confiance en lui, affirmant qu'il peut vaincre 2, voire 3 gobelins d'un seul coup. Mais lorsque 3 gobelins géants surgissent de nulle part, son projet de jouer les super-héros s'effondre. Il change très vite d'avis, court se cacher derrière des buissons comme si sa vie en dépendait, et décide qu'il vaut mieux ne pas tenter le diable. À partir de ce moment-là, sa routine devient simple. Il chasse les gobelins pendant la journée et fait des expériences de magie pendant la nuit. Le 5e jour, il est déjà devenu un véritable maître dans l'art de vaincre les gobelins, capable d'en éliminer un d'un seul coup. De plus, il aménage son campement à la perfection. Une nuit, il a enfin de la chance et tombe sur un lapin. Haruka s'approche de l'animal avec un sourire maléfique. Il est heureux de pouvoir enfin manger de la viande. Pour changer, le lapin est terrifié et ne sait pas quoi faire.
Alors qu'Haruka rit comme un monstre, quelque chose attire son attention et il sent une présence toute proche, mais ce n'est pas celle d'un gobelin. Il observe attentivement et se rend compte qu'il s'agit des voyous de sa classe, et son humeur change du tout au tout. Il ne veut pas croiser ces types, mais avant qu'il ne parvienne à s'enfuir avec le lapin dans les mains, il sent que quelque chose ne va pas. Il utilise son don de clairvoyance et découvre que plus loin se trouvent les filles les plus populaires de sa classe. Son humeur empire encore davantage à l'idée que cela ne peut être qu'un cauchemar. Mais la situation ne s'arrête pas là. Les sportifs s'approchent également par un autre côté, tout comme les intellos. Bien qu'il discute avec eux de temps en temps, à ce moment-là, il ne voulait avoir aucun contact avec qui que ce soit. Et comme si cela ne suffisait pas, la déléguée de classe fait également son apparition. Il se demande s'il s'agit d'une réunion de toute l'école. Haruka soupire, lâche le lapin et se lève, en réfléchissant à quel point ce nouveau monde peut être cruel. Avoir beaucoup de camarades peut être utile, mais il ne pense pas en avoir vraiment besoin. Il se souvient qu'il connaît la déléguée de classe depuis l'école primaire, et envisage un instant d'aller la voir. Mais après avoir fait quelques pas, il s'arrête et commence à réaliser à quel point a-t-il apprécié sa liberté. Personne ne lui dit quoi faire et personne ne le dérange. C'est le rêve que tout introverti aimerait réaliser. C'est pourquoi il décide de conquérir ce monde tout seul. Mais il est interrompu lorsque les voyous s'approchent un peu trop près. Haruka se jette à terre et se cache dans des buissons. L'un des voyous entend un bruit et commence à s'approcher, plongeant Haruka au bord d'une crise de panique. Mais alors que tout semble perdu, un lapin surgit en courant des buissons et les voyous en concluent qu'il ne s'agissait de rien d'important. Ils s'en vont. Haruka est soulagé et décide de les suivre discrètement à distance. Il observe le groupe qui se repose au bord de la rivière. Même s'il ne souhaite pas s'impliquer avec eux, il est curieux de savoir ce qu'ils préparent et s'approche suffisamment pour écouter leur conversation. Il n'en croit pas ses oreilles. Ils ne font que raconter des bêtises et commenter les filles de la classe. Haruka pousse un soupir de soulagement et se dit que la déléguée de classe saura s'occuper de ce genre de problème. Soudain, l'un des voyous attrape Tanaka, un autre élève de la classe, et le presse de confirmer si ses compétences leur permettront de faire tout ce qu'il souhaite. Haruka reconnaît Tanaka et se rend compte qu'il l'utilise comme un véritable GPS humain pour tirer profit de ce nouveau monde. Lorsque les voyous finissent par s'en aller, Haruka en conclut que le reste de la classe doit se trouver en amont de la rivière. Malgré tout, il réaffirme sa décision. Rester solitaire reste la meilleure voie. Fort de cette conviction, il retourne à sa base, déterminé à conquérir ce nouveau monde à sa manière, sans que personne ne vienne le déranger. Il se dit que cet isekai n'appartiendra qu'à lui, tout en réfléchissant et en riant doucement, savourant sa nouvelle et éclatante indépendance. Cependant, en arrivant à la base, il est très surpris. Lorsqu'il vérifie ses attributs, il se rend compte que son niveau de solitude vient d'augmenter. Il pense que cela doit être dû au fait qu'il a évité ses camarades de classe. Puis il se met à réfléchir, se disant que si son niveau de Nietzsche avait également augmenté, il serait déjà en train de devenir fou. C'est alors qu'il se rend compte que tous ces titres semblent avoir été créés uniquement pour détruire son estime de soi. Quoi qu'il en soit, il reste au niveau 3, et c'est peut-être grâce au titre de maître du néant, ou à son talent d'imbécile. Il sait déjà qu'augmenter ses niveaux va être compliqué, surtout parce qu'il ne comprend même pas à quoi ils servent. Il pense que maître du néant signifie qu'il n'arrive pas à se concentrer sur quoi que ce soit assez longtemps pour réussir quoi que ce soit. D'un autre côté, cela signifie aussi qu'il est capable de faire un peu de tout, même s'il n'excelle vraiment en rien. Après cette réflexion, il décide de réaménager complètement sa grotte pour la rendre bien plus douillette et confortable. Tout en s'y attelant, Akura se demande si sa compétence idiot fait de lui une sorte de marionnette, ou simplement un idiot fini. Quoi qu'il en soit, aucune de ces deux options n'est réjouissante. Le 7e jour arrive bientôt, et après minuit, Akura n'arrive pas à dormir à cause du vacarme qu'il entend à l'extérieur. Agacé, il se lève et sort dans la forêt. À sa grande surprise, il tombe sur certains des intellos de sa classe, qui combattent des gobelins à distance. Au début, il pense qu'ils sont en difficulté, et envisage même de les aider, mais ils n'ont besoin d'aucune aide. Leurs capacités sont 1000 fois supérieures aux siennes. Haruka n'arrive pas à comprendre pourquoi il est le seul à avoir reçu des compétences aussi médiocres dans ce monde. Soudain, un souvenir lui revient à l'esprit. Sa classe a toujours été composée d'élèves extraordinaires, des athlètes, des génies, des célébrités en devenir, et même des enfants de personnes célèbres. Il s'est toujours demandé comment un garçon ordinaire comme lui avait fini par étudier au milieu de tant de personnes talentueuses. De plus, les nerds sont des experts dans ce genre de situation. Alors Haruka sait qu'ils s'en sortiront probablement très bien.
Mais à ce moment-là, son sens de l'observation détecte un groupe de gobelins qui sont sur le point d'être attaqués par derrière. Il est temps pour lui d'agir. Haruka passe à l'action et vainc 2 gobelins en un clin d'œil, puis se retourne vers les nerds, s'attendant peut-être à un remerciement, voire à quelques applaudissements pour son intervention héroïque. Il se rend compte qu'ils sont tellement occupés à vaincre les derniers gobelins qu'ils n'ont même pas remarqué ce qu'il a fait. Ce n'est pas qu'une fois la bataille ayant terminé que les geeks le remarquent enfin. Ils s'approchent en souriant et le remercie pour son aide. Haruka avait pratiquement oublié comment parler à d'autres êtres humains et parvient à peine à tenir une conversation cohérente. Malgré tout, il décide de les inviter à découvrir sa grotte. En entrant, tout le monde reste bouche bée. En voyant à quel point Haruka a transformé sa base en un lieu confortable et luxueux, il demande alors ce qui est arrivé au reste du groupe. Et ceux-ci, d'un air mystérieux, lui racontent toute l'histoire. Il s'avère que tous, à l'exception de Haruka, ont été téléportés directement dans la forêt. Comme on pouvait s'y attendre, la panique s'est emparée de tout le monde. La plupart n'avaient même pas la moindre idée de ce qui se passait. Les intellos, en revanche, ont gardé leur sang-froid. Ils ont vérifié leurs caractéristiques et ont commencé à explorer les environs. Les délinquants, comme on pouvait s'y attendre, n'ont pas tardé à se manifester pour exiger des réponses. Quant à la déléguée de classe, elle a réussi à garder son sang-froid. Bien qu'elle fût surprise d'avoir été téléportée dans le monde d'Isekai, elle a tenté de rassurer les autres élèves. Mais à ce moment-là, des gobelins ont surgi derrière elle, la paralysant de peur. Même les voyous, qui se la jouaient toujours les durs, se sont mis à trembler. Mais les intellos ont sorti leurs armes et ont éliminé tous les gobelins. Même les sportifs ont apporté leur contribution, aidant à défendre le groupe et à éliminer les monstres avec beaucoup d'habileté et d'ingéniosité. Une fois l'affrontement terminé, la déléguée de classe a pris les rênes et a conduit tout le monde vers une clairière sûre au bord de la rivière, où les intellos ont mis à profit leurs connaissances sur les isekai pour installer un campement. Jusqu'à ce moment-là, tout semblait bien se passer, mais les filles populaires ont décidé qu'elles ne voulaient pas se salir les mains en montant plusieurs tentes, et se sont simplement éloignées du groupe. La déléguée de classe n'a pas pu faire grand-chose à ce sujet, et en voyant cette attitude, d'autres élèves ont fait de même, laissant tout le travail pénible aux mains des nerds. La situation a commencé à se dégrader. Alors que seuls quelques-uns travaillaient, la majorité se contentait de râler sans rien faire du tout. Les intellos devaient non seulement monter le campement, mais aussi le défendre contre les attaques des gobelins. C'est alors que la situation est devenue encore plus préoccupante. Les nerds ont commencé à soupçonner les délinquants d'avoir choisi des compétences dangereuses telles que enchantement et marionnettiste, capables de manipuler les autres. Déterminés à les en empêcher, ils se sont mis à monter de niveau sans relâche. À une certaine occasion, ils ont entendu les délinquants discuter à voix haute de leur projet de former un harem. Les nerds en ont informé la déléguée de classe, qui a conclu qu'il était grand temps d'agir. Quelques jours plus tard, les délinquants ont tenté d'utiliser enchantement et marionnettiste pour prendre le contrôle du camp. Mais les nerds étaient déjà préparés à cette éventualité. À l'aide de compétences de scellement, ils ont réussi à neutraliser les délinquants. Le projet de créer un harem de force a été anéanti avant même d'avoir commencé. Une fois leurs intentions découvertes, les délinquants ont été expulsés du camp, mais ils ne sont pas restés tranquilles bien longtemps. Peu après, ils sont revenus pour mener une attaque surprise. Les voyous ont semé le chaos dans le camp et mis le feu aux tentes. Avant de partir, ils ont même laissé un message annonçant leur retour. Mais pour une raison quelconque, les filles populaires ont décidé de rejeter la faute de tout ce qui s'était passé sur les nerds. Et pour aggraver les choses, plusieurs autres élèves ont cru à cette version des faits. La déléguée de classe a tenté de les aider, en prenant la défense du groupe dirigé par Oda, et en précisant clairement qu'il n'avait rien à voir avec l'incident. Certains élèves ont soutenu sa position, mais la situation avait déjà trop épuisé les geeks, qui ont décidé de suivre leur propre chemin. En entendant toute cette histoire, Haruka est très ému. Quand il comprend tout ce qu'ils ont traversé, tel qu'il l'a entendu, il propose d'organiser une fête ce soir-là, avec un grand festin de champignons. Mais l'idée ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme. Le lendemain matin, Haruka fait ses adieux au groupe, en se disant que parfois, ce n'est pas si mal que ça de ne plus être solitaire. Avant de partir, Oda lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir les accompagner dans leur voyage en aval, où il compte trouver un village et commencer une nouvelle vie d'aventurier. Haruka réfléchit un instant à la proposition. Après tout, ils avaient l'habitude de partager des livres et d'autres centres d'intérêt communs. Mais il décide de refuser l'invitation de manière très théâtrale, estimant que ses capacités ne feraient que ralentir le groupe. Tout en poursuivant son chemin, Haruka repense aux geeks qui
qui semblait très inquiet pour le délégué de la classe. Au milieu de son périple, Haruka est attaqué par un kobold, et bien qu'il parvienne à le vaincre, il finit par poursuivre son chemin, tout endolori, jusqu'à atteindre le soi-disant campement. Mais une fois sur place, il ne trouve personne. Soudain, sa capacité à détecter les ennemis s'active, et il aperçoit une piste d'empreinte. Il décide de la suivre et, après quelques minutes, il retrouve les Fires populaires. Il est très nerveux et essaie de le cacher. Il commence à reculer lentement, tentant de s'éclipser sans se faire remarquer. Cependant, dès que les filles remarquent sa présence, elles lui demandent de s'arrêter. Au lieu d'obéir, Haruka se met à courir comme si sa vie en dépendait. Il ne recherche que la paix et la tranquillité. Selon lui, les femmes sont tout le contraire. Mais l'une des filles crie, le suppliant de s'arrêter. Un comportement si inhabituel de leur part déconcerte Haruka, qui finit par s'arrêter. L'une des filles lui demande s'il fait partie du groupe d'Oda, car elles sont à leur recherche. Haruka se méfie et leur demande pourquoi, pensant qu'elles ont l'intention de les exploiter d'une manière ou d'une autre. Mais elles le surprennent en lui disant qu'elles veulent s'excuser. Apparemment, après avoir réfléchi à tout ce qui s'est passé, elles ont réalisé que les otaku leur avaient sauvé la vie. Cela rend Haruka encore plus perplexe. Il n'aurait jamais imaginé qu'une fille dite populaire puisse présenter ses excuses, ni dans ce monde, ni dans le monde réel. Malgré tout, il finit par leur dire qu'elles ne parviendront jamais à les rattraper. Mais les filles insistent pour savoir où ils se trouvent. Haruka s'énerve un peu et leur demande si elles savent sortir de la forêt ou combattre des monstres. Comme aucune d'entre elles ne parvient à répondre, il leur fait clairement comprendre qu'il a besoin d'une réponse immédiate. Au fond, il fait cela pour savoir si elles sont vraiment sérieuses. C'est alors que les filles se mettent à pleurer. Elles supplient Haruka de leur apprendre à survivre, affirmant qu'elles en ont besoin pour pouvoir s'excuser auprès des otaku. À ce moment-là, quelque chose s'active dans le menu de Haruka, sa capacité de sous-jugement. Tout cela parce qu'il a répondu « oui » par réflexe. En consultant son menu, il se rend compte que les filles apparaissent désormais dans sa liste de sous-jugements. Avec des noms comme Lyria Dego, Gawa et Gaobe, Haruka sombre dans le désespoir le plus total. Elles font désormais officiellement partie de son groupe. Tandis qu'il marche, il se dispute avec elles parce qu'elles continuent à le suivre, comme si elles étaient des petits chiots collés à lui. Mais elles ne répondent absolument pas, car elles sont officiellement sous-jugées. Cela l'effraie encore plus, d'autant plus qu'elles ont si peu de points de vie qu'elles survivraient à peine à un quelconque affrontement, et il n'a aucune idée de la manière d'annuler la sous-jugement. Pour aggraver la situation alors qu'il tente de trouver une solution, Haruka remarque que Lyria des filles est blessée, et lui offre une potion de guérison. Mais au lieu de la boire, elle se contente de se verser la potion sur le corps. Au milieu de toute cette agitation, Haruka imagine à quel point la déléguée de classe serait furieuse si elle le voyait dans cette situation. Alors que les filles populaires obéissent à tous ses ordres, comme si elles étaient des esclaves, désespérées, il continue de chercher un moyen d'annuler la sous-jugement, quand soudain la déléguée de classe surgit de nulle part pour le saluer. Pendant ce temps, les criminels préparent leur prochain coup, puisqu'ils disposent d'informations sur la localisation des filles. Cependant, leur chef leur rappelle qu'ils doivent d'abord régler un autre problème avant de passer à l'action. Alors qu'Haruka est perdu dans ses pensées, la déléguée de classe le ramène à la réalité. Dans un cri qui l'effraie, il l'appelle Présidente Sama, mais cela ne lui plaît pas du tout. Elle lui rappelle qu'elle a un prénom et que, de toute façon, ils se connaissent depuis l'école primaire. Peu après, les autres filles arrivent. L'air épuisé d'avoir réussi à suivre son rythme. La présidente demande à Haruka ce qui se passe avec Shimazaki, la chef des filles, et avec les autres, car quelque chose semble vraiment étrange chez elle. Sous le regard intense de la présidente, Haruka essaie de trouver comment expliquer ce qui se passe, et finit par avouer qu'il a subjugué les 3 filles, ce qui laisse la présidente sans voix. Elle lui demande, les yeux écarquillés, pourquoi il a fait cela, car selon elle, ce pouvoir ne doit être utilisé que contre des monstres. Haruka répond avec la plus grande simplicité du monde, en disant que c'est simplement arrivé. En entendant cela, toutes les autres filles se mettent à le fixer intensément, et la pression est si forte qu'il se sent comme un poisson dans un aquarium. Pour sortir de cette situation embarrassante, il prend congé en faisant demi-tour, mais toutes lui crient de s'arrêter. La présidente lui demande pourquoi il s'en va. Aussitôt, Shimazaki s'approche pour lui demander si elle va bien. En lui tenant les mains et en lui parlant de près, il parvient à la ramener à elle, s'assurant qu'elle va bien. Pendant que les filles lui racontent tous les détails concernant les autres filles, Haruka reste à l'écart et attend.
Quelques minutes plus tard, il commence à s'ennuyer sérieusement. Alors il décide de s'entraîner à agrandir sa maison. Mais à sa grande surprise, une erreur de calcul le fait s'enfoncer dans le sol, comme s'il était tombé dans un trou noir. La présidente se fâche contre lui rappelant qu'elle lui avait dit de ne pas bouger. Et après avoir réussi à le sortir de là, elle lui apprend que Shimazaki et les filles ont dit qu'il était venu les aider. Haruka ne se souvient pas avoir dit une chose pareille, mais décide de ne pas clarifier ce malentendu. La présidente et les filles le remercient, avec tant d'enthousiasme que Haruka en profite pour demander s'il peut déjà rentrer chez lui. Cela offense les filles, et la présidente veut savoir de quelle maison il parle. Haruka finit par expliquer qu'il parle de sa propre maison, puisqu'il avait tellement de temps libre qu'il a décidé d'en construire une. Cela surprend la présidente, qui ne considère pas cette situation comme normale. Les autres filles, en revanche, sont ravies d'entendre cela. La présidente elle-même intervient pour les rassembler et discuter d'un sujet important. Après cela, elle pose quelques questions à Haruka au sujet de la maison, et il répond qu'elle peut accueillir plus de 200 personnes et qu'elle dispose de chambres, d'une cuisine, de salles de bain et même de douches. En entendant cela, la présidente demande, un peu curieuse et un peu jalouse, quel genre de manoir il a construit en faisant la moue, puisqu'elles vivent dans des conditions de survie. Haruka pense qu'il travaille également sur une chambre d'amis, mais il évite de mentionner ce détail car ce serait comme remuer le couteau dans la plaie. Après une longue discussion, les filles encouragent la présidente à lui parler. Avec un peu de timidité, elle lui demande de les laisser loger chez lui, ne serait-ce que pour une nuit. Cette demande laisse Haruka bouche bée, car ce sont les lycéennes dont il a toujours rêvé. Tout en imaginant cette possibilité, il se dit que les filles d'aujourd'hui sont bien effrontées. Cependant, la présidente le critique pour avoir de telles pensées. Haruka accepte la demande et finit par les guider toutes à travers la forêt jusqu'à chez lui, en utilisant l'un de ses talents d'orientation pour qu'elles ne se perdent pas en pleine nuit. Au bout d'un certain temps, ils arrivent enfin à l'intérieur de sa spacieuse maison, où les filles Kofi sont émerveillées par le luxe qui règne dans chaque recoin. Certaines pensent même qu'elles rêvent, tandis que d'autres s'étreignent de bonheur d'être dans un endroit pareil, surtout après tout ce qu'elles ont traversé. Haruka essaie de leur montrer où se trouve chaque chose, mais les filles sont tellement concentrées sur la douche qu'elles ne peuvent résister à la tentation de se déshabiller et de se glisser sous le jet d'eau. Lui et la présidente s'approchent pour tenter de les en empêcher, mais ils arrivent un peu trop tard. Cela effraie Haruka, qui se rend compte que tout ce temps passé dans la forêt les a transformés en véritables sauvages. Plus tard, il entre dans sa tente, qui se trouve à l'extérieur, et est très heureux de se retrouver seul, car il était impossible de rester avec un groupe de lycéennes. C'est ce que je dis toujours, les amis. La viande ne tombe que dans l'assiette d'un végétalien. À ce moment-là, la présidente arrive et le remercie de l'avoir sauvé. Après le départ d'Oda et de ses amis, les autres garçons étaient très inquiets. Elle trouve donc agréable de pouvoir à nouveau profiter du calme. D'autant plus qu'une chambre aussi jolie, de la nourriture et une douche ont mis tout le monde de bonne humeur, même si elle estime qu'elle aurait dû les représenter. La présidente a l'impression de n'avoir pas pu faire grand-chose, mais Haruka lui dit qu'elle a toujours été à leur côté, et que ce jour-là même, elle les a toutes protégées. Et elle n'a pas à se sentir gênée, car les otaku ont pratiquement été élevés pour le jour où ils seraient transportés dans un autre monde. En entendant ces paroles d'encouragement, la présidente rit et admet qu'elle se sent un peu mieux. Mais elle commence aussi à réfléchir à la situation. Elle se rend compte que si Haruka acquiert un foyer, de quoi manger, et parvient même à vaincre des monstres, cela fait de lui quelqu'un d'encore plus extraordinaire qu'Oda et les autres. Haruka est très surpris de voir à quel point elle est observatrice, et elle en est un peu gênée. Finalement, elle prend congé pour retourner auprès des filles. Et lorsqu'elle s'allonge sur le lit, l'une d'elles se blottit légèrement contre elle. De son côté, Haruka s'excuse auprès de la présidente, car elle va avoir du mal à s'endormir, tandis qu'il s'imagine comment les filles dormiraient dans son lit. Le lendemain, l'une d'elles le réveille, pour lui dire que le petit déjeuner est prêt et qu'elle veut qu'il se lève vite. Haruka se demande ce qui se passe dans cette situation. Finalement, il dit qu'il veut dormir encore un peu, mais elle se rapproche beaucoup de lui, se montrant très entreprenante, bien qu'ils ne se connaissent pas encore très bien. Changeant de sujet, il demande ce qu'il y a au petit déjeuner, et elle répond qu'il y a des champignons et du poisson grillé. En entendant le mot poisson, Haruka est ravie, et dans un élan d'enthousiasme, finit par se cogner le front contre elle. Après cela, on voit Haruka savourer un poisson incroyable, mais la présidente lui demande pourquoi il est si heureux, puisqu'il a toujours vécu juste au bord d'une rivière. Haruka raconte qu'il passait ses journées à regarder les poissons tout en mangeant des champignons, et qu'il n'a jamais réussi à en attraper un seul, car ils sont trop rapides et glissants. Il veut maintenant savoir s'il existe un moyen facile de les attraper, ce qui enthousiasme beaucoup tout le monde.
L'une des filles lui demande de bien observer, et en un clin d'œil, elle lance une sphère électrique dans l'eau de la rivière. Soudain, plusieurs poissons jaillissent de l'eau, électrocutés. Haruka est tellement enthousiaste qu'il la supplie de répéter ce sort. Lorsque la jeune fille se commence à concentrer le sort dans sa main, Haruka s'approche pour utiliser sa capacité d'emballage, enveloppant toute la magie de la foudre. Après l'avoir capturée, il se rend à la rivière et la lance dans l'eau, produisant exactement le même effet. Cela laisse toutes les filles perplexes, et la présidente lui demande ce qu'il a bien pu faire. Haruki explique qu'il a réussi à obtenir un peu de sa magie de foudre grâce à son pouvoir d'enveloppement, et que grâce à cela, il peut s'approprier n'importe quelle magie élémentaire. Il pense que l'effet combiné est dû à l'enveloppement, et que même les pouvoirs les plus faibles peuvent avoir une certaine utilité. La présidente vante les avantages de son pouvoir, mais il répond avec optimisme qu'il n'a gardé que les mauvais pouvoirs qui restaient, tandis qu'elles ont choisi les meilleurs. Après cela, Haruka demande à la présidente si elles ont déjà décidé de ce qu'elles allaient faire. Elle répond qu'elles ne sont pas encore parvenues à un accord, mais qu'elles envisagent de se rendre en ville. Cela rappelle à Haruka que les Gosses avaient mentionné vouloir partir à la recherche des otaku, et la présidente fait remarquer qu'elles devraient gagner des niveaux avant de se rendre en ville. Haruka est d'accord, car elles auront besoin de beaucoup de niveaux pour partir à la chasse aux otaku, malgré les plaintes des Gaos, à cause de ses insinuations. Haruka décide de les aider, et la présidente la remercie, tout en précisant clairement qu'elles n'ont pas l'intention de traquer Oda et les autres. Laissant les plaisanteries de côté, Haruka leur demande d'indiquer leur niveau, avant de commencer à progresser davantage. Une fille dit qu'elle est au niveau 19, et l'autre précise qu'elle est au niveau 17. Shimazaki indique qu'elle est déjà au niveau 20, et la dernière ajoute qu'elle est au niveau 16. Cela surprend beaucoup Haruka, car leurs niveaux sont assez élevés, et il se sent mal à l'aise car il n'en est encore qu'au niveau 5. À ce moment-là, il aperçoit un groupe de kobolds dans les buissons et leur demande d'essayer de vaincre ce groupe. Elles sont toutes très confiantes quant à leur victoire, mais après quelques minutes, la situation bascule et on voit qu'elles ont été vaincues et malmenées. Haruka trouve cela pathétique. Les filles, quant à elles, commencent à se plaindre, affirmant qu'elles ne savaient pas qu'ils mordaient et qu'ils étaient si rapides. Haruka est très perplexe lorsqu'il les voit toutes à l'intérieur de sa tente magique, qui s'agrandit et peut accueillir bien plus de personnes, mais il ne comprend pas ce qu'elles font là. Elle lui explique qu'elles font un bilan d'après-combat, et une fois qu'elles ont fini de discuter de leur stratégie, elles ressortent aussi enthousiastes qu'auparavant pour un nouveau round. La jeune fille qui l'a réveillé plus tôt reste pour discuter avec lui, et finit par s'excuser car ce matin-là, elle le mettait à l'épreuve. Il s'avère que lorsque les garçons ont attaqué, elle a failli se faire capturer, ce qui a été très traumatisant pour elle. C'est pourquoi elle craignait qu'Haruka ne les attaque lui aussi, mais il leur a offert un endroit où rester, de la nourriture, et il apprend même à toutes à se battre, ce qui lui fait comprendre qu'il n'est pas du tout comme les autres garçons. Elle propose même de revenir le réveiller tous les matins, dès que le poisson sera prêt. Haruka accepte et commence à l'appeler Fille Poisson, mais elle n'aime pas du tout ce surnom. Le lendemain matin, Haruka est très heureux de pouvoir déguster un autre délicieux poisson grâce à la Fille Poisson. À ce moment-là, il entend les filles parler de leur envie de se venger des kobolds, et c'est dans ce but qu'elles commencent à s'entraîner. On les voit bientôt se battre contre des gobelins. Shimazaki prend la fuite, ce qui s'avère être la meilleure décision, puisque les autres sont à nouveau vaincus. Après cet entraînement intense, le jour de la vengeance arrive, et les kobolds n'hésitent pas à se moquer d'elles. Haruka se demande si elles vont s'en sortir. Il remarque même que certaines font semblant d'être malades pour échapper au combat, ce qui le pousse à croire que l'entraînement de la présidente ne sert à rien. Mais ce qui se passe ensuite, c'est qu'elles commencent toutes à travailler en équipe. Elles parviennent à se coordonner de telle manière qu'elles battent les kobolds sans subir le moindre dommage. La présidente célèbre cette victoire avec elle, et l'une des filles va même jusqu'à serrer la main d'un des kobolds, reconnaissant que ce fut un beau combat. Le monstre est très déconcerté par cette réaction, puis il entend d'autres filles dire à quel point les kobolds sont adorables, parlant d'eux comme si de rien n'était. Haruka se sent soulagé, car il va désormais pouvoir retrouver sa vie de liberté solitaire. À ce moment-là, la présidente s'approche pour le remercier, car elles vont désormais pouvoir l'accompagner en ville. Cela le laisse un peu perplexe. Alors il lui demande quand il a dit qu'il viendrait aussi, mais elle évite de répondre et se contente de réaffirmer qu'ils y vont ensemble. Le jour du départ venu, la présidente s'assure que toutes ont bien préparé leur bagage, mais la plupart d'entre eux ne contiennent que des champignons et du poisson. Une fois en route, Haruka dit à la présidente qu'il ne sait pas ce qui pourrait se passer à l'extérieur et lui demande donc de rester vigilante. On assiste ensuite à une nuit très pluvieuse, au cours de laquelle un étudiant est rattrapé par un individu encapuchonné. Bien
Bien que le jeune homme explique qu'il ne possède pas le pouvoir qu'elle recherche, son poursuivant ignore ses paroles et l'étrangle jusqu'à ce que mort s'ensuive, affichant une certaine satisfaction après avoir commis cet acte. Haruka et les filles poursuivent donc leur périple à travers la forêt. Il estime qu'avec les criminels à leur trousse, le plus important est d'assurer la sécurité du groupe. Et pour cela, il vaudrait mieux sortir de la forêt au plus vite, ou du moins essayer de le faire sans s'attirer davantage d'ennuis. Peu après, il tombe sur un orque géant. Sans hésiter, Haruka demande aux filles de reculer, car il veut qu'elles observent et apprennent certaines choses. Dès que l'orque lance sa première attaque, Haruka disparaît de son champ de vision. Il se déplace très rapidement et se moque même de la lenteur du monstre, tandis que l'orque reste perplexe. Haruka se souvient que ces monstres sont certes très résistants aux attaques physiques, mais que ses amis, les otaku, lui ont dit qu'ils tombaient comme des mouches face à la magie. Il ouvre donc son menu et constate que ses compétences en grande magie incluent la terre, l'eau, le vent et le feu. Il a acquis tous ces éléments, à l'exception du feu, grâce à sa compétence de regroupement. Alors qu'il est occupé à creuser et à nettoyer, l'orque le repère et lance une nouvelle attaque. Mais Haruka l'esquive très facilement et se positionne derrière lui. Profitant de l'occasion, il assène un coup à la nuque du monstre avec son bâton. L'impact est si violent que l'orque se met à pleurer et s'effondre au sol en faisant tout un cinéma. Haruka reste incrédule pendant un instant car il pensait que ces monstres étaient en fait résistants aux attaques physiques. Tandis que les filles lui lancent un regard désapprobateur, Haruka tente de se racheter et se dirige vers un autre orque pour utiliser sa magie de feu, qu'il a acquise grâce à sa compétence de température. Il lance un sort faible directement au visage de l'orque, mais le résultat est une explosion gigantesque, si puissante que le monstre s'écrase violemment au sol. Haruka n'en revient toujours pas, il pensait qu'il lui faudrait bien plus pour le vaincre, tandis que les filles ne sont pas du tout impressionnées et se plaignent qu'à ce rythme, elles n'apprendront absolument rien. Mais il s'avère qu'Haruka ne sait pas modérer ses démonstrations de puissance. Une fois la nuit tombée, Haruka décide de créer des pièges à l'aide de sa magie de terre, se préparant à affronter tout ennemi qui s'approcherait. Une fois son travail terminé, il remarque avec un petit sourire que sa tante tient tête aux mal intentionnés et lui confère en plus une perception accrue, ce qui suffit à protéger les filles. Il passe ensuite en revue l'itinéraire du lendemain, grâce à sa compétence de cartographie, acquise grâce à l'ensemble du villageois et à ses lentilles de contact. À ce moment-là, il se rend compte qu'un ennemi se trouve à proximité et s'approche silencieusement de l'endroit pour l'espionner, mais finit par tomber sur le groupe d'athlètes. Kakizaki, leur chef, salue Haruka de manière amicale, estimant qu'il n'y a pas lieu de s'embarrasser de formalités au milieu d'une forêt. Les deux échangent quelques plaisanteries, tandis que la présidente du groupe écoute tout cela en se cachant, comme à son habitude. Haruka les regarde et, d'une voix très sérieuse, leur demande ce qu'ils font là, laissant entendre qu'ils en ont après les filles, et que cela est pour le moins suspect. Tous niennent. Et Kakizaki précise qu'en réalité, ils sont venus le chercher. Haruka leur demande s'ils aiment les bananes, mais ils répondent que non. Quelle question idiote. Haruka leur demande alors pourquoi ils se cachent des filles. Kakizaki explique qu'ils ne peuvent plus faire confiance à personne, et ajoute qu'il existe un pouvoir encore plus effrayant que celui de marionnettiste ou d'envoûtement. Haruka n'en voit qu'un seul, le pouvoir de l'enlèvement. Kakizaki acquiesce d'un signe de tête, affirmant qu'il s'agit bien de ce pouvoir. Ce qui est curieux, c'est que les délinquants n'en ont même pas parlé, ce qui signifie qu'ils ne le possèdent probablement pas, et que celui qui le détient réellement n'a pas encore été découvert. Avec un sourire aux lèvres, Haruka demande ce qu'il ferait s'il possédait ce pouvoir, mais le groupe d'athlètes se détend et répond que s'il s'agissait de lui, il resterait serein. Haruka s'agace légèrement et, après avoir soupiré, précise qu'en réalité, il ne possède pas ce pouvoir, car le seul qu'on lui a laissé est celui de la soumission. Quelqu'un fait remarquer que cette capacité semble bien pire, mais que de toute façon, cela ne change rien qu'il la possède, puisqu'il vit tout le temps seul. Malgré tout, il lui demande de faire attention, jusqu'à ce qu'il trouve le véritable détenteur de la capacité d'enlèvement, et lui demande également d'adresser des excuses à la présidente. Pendant ce temps, on voit qu'elle a écouté toute la conversation, un peu nerveuse. Le lendemain matin, Haruka est très surpris de voir que les filles Tamabia sont de bonne humeur. La présidente s'approche de lui et lui demande de parler en tête-à-tête. Elle lui raconte ce qui s'est passé la veille au soir avec Kakizaki. Haruka en profite pour présenter ses excuses, mais elle reste très nerveuse. Profitant de l'occasion, Haruka révèle qu'il sait qu'elle possède le pouvoir de l'enlèvement. La présidente est très surprise et lui demande comment il l'a découvert, puisque c'était un secret connu uniquement du groupe de Yoda et d'elle-même. Haruka répond qu'un simple regard lui a suffi pour s'en rendre compte.
Et il parie même que les athlètes sont bien trop idiots pour le découvrir par eux-mêmes. La présidente est très intriguée et lui demande pourquoi il l'aide alors qu'il sait tout cela, et s'il n'a pas peur d'elle. Le pouvoir d'enlèvement est quelque chose d'effrayant, car il permet de voler les pouvoirs de quelqu'un en lui ôtant la vie. Cependant, Haruka ne montre aucun signe d'inquiétude et répond qu'il ne comprend pas pourquoi il devrait avoir peur d'elle. Il rappelle que les otaku ont scellé les capacités de marionnettiste et d'envoûtement des délinquants, mais qu'ils n'ont jamais scellé les siennes parce qu'ils lui font confiance et qu'il en va de même pour lui. Lui aussi lui fait confiance et ses paroles réconfortent la présidente. Puis Haruka, avec une pointe d'humour, fait remarquer qu'elle a beaucoup pleuré ces derniers temps. Elle se défend en disant que c'est de sa faute, car il prend ces expressions qui éveillent ce genre de sentiments en elle. Haruka fait demi-tour et s'enfuit en courant, en criant qu'il n'a rien fait. Après cela, Haruka tente de faire des affaires en vendant du jus de fruits des bois aux filles, et l'une d'elles essaie de le convaincre de lui en donner un gratuitement, en utilisant des méthodes pour le moins originales. Haruka entre dans le jeu jusqu'à ce que la présidente intervienne et mette fin à leur amusement, tandis que l'autre fille est très triste car elle ne voulait qu'un petit verre de jus. Lorsqu'ils reprennent la route, Haruka prévient qu'il va partir un peu en avant pour explorer le chemin. Avant que la présidente n'ait le temps de l'en empêcher, il disparaît à toute vitesse. Une fois seul, il active sa capacité enveloppe magique et utilise sa magie de poids pour alléger son corps, même s'il ne possède pas de capacité spéciale ou impressionnante. En combinant ces deux techniques, il parvient à voler comme un super-héros. Il effectue un bond gigantesque et s'émerveille devant la vue depuis les hauteurs, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est en train de tomber sans aucun contrôle. En un clin d'œil, il s'écrase au sol dans un énorme fracas. Il ressent une douleur intense et se dit que s'il n'avait pas utilisé l'enveloppe magique pour soutenir sa résistance, il aurait probablement été écrasé. Lorsqu'il rejoint les filles, la présidente lui passe un savon pour s'être blessé. Mais Haruka se contente d'inventer des excuses vagues, sans raconter ce qui s'est réellement passé. Au lieu de cela, il change de sujet en lui proposant un jus de fruits des bois. Elle s'en va, très agacée, tandis que la jeune fille de tout à l'heure, rayonnante de bonheur, tente de lui arracher le jus des mains. Le lendemain, le groupe poursuit son chemin vers la forêt. Et comme toujours, des événements étranges ne tardent pas à se produire. Ils parviennent enfin à sortir de la forêt. Et en consultant son menu, Haruka découvre qu'il possède une nouvelle compétence, appelée marche aérienne. Il suppose qu'il l'a acquise grâce à toute cette expérience, où il a failli mourir en essayant de voler. Il commence à la tester, et découvre qu'elle lui permet littéralement de marcher dans les airs. La présidente remarque ce qu'il est en train de faire. Très inquiète, elle tente de l'arrêter. Mais Haruka lui assure qu'il ne fait que surveiller les environs depuis les hauteurs. En observant la région, il remarque que des habitants de cet autre monde se trouvent un peu plus loin et qu'ils sont en train de se faire attaquer. La présidente suggère de leur venir en aide, mais Haruka se montre très méfiant et se demande si le fait qu'ils soient attaqués par des monstres signifie vraiment qu'il s'agit de bonnes personnes. Sachant que les filles concrètement sont trop confiantes, il les avertit que même en courant, elles n'arriveraient pas à temps et leur demande ce qu'elles feraient si ces personnes s'avéraient être des bandits. La présidente répond fermement que si ces personnes sont mal intentionnées et qu'elles finissent par se blesser, alors elle se battra. Mais si elles sont bonnes, il faut les aider. Haruka accepte et décide de prendre les devants pour régler la situation tout seul. N'ayant pas le temps de courir ni d'utiliser ses pouvoirs magiques, comme à son habitude, il combine son enveloppe magique, qui renforce son physique avec la magie du poids, afin de devenir plus léger. Il génère alors du vent grâce à sa magie et s'envole pratiquement vers le champ de bataille. Mais peu après, il se rend compte que la présidente s'est agrippée à lui. Elle explique qu'elle s'est retrouvée piégée par sa magie. Mais avant que Haruka n'ait le temps de comprendre ce qui s'est passé, elle lui ordonne de regarder devant lui et de freiner. Haruka répond un peu trop tard, que les humains ne sont pas faits pour freiner aussi brusquement. Et tous deux finissent par s'écraser violemment juste à côté du groupe qu'ils comptaient secourir. L'impact est si violent qu'il anéantit instantanément tous les monstres. Haruka s'en rend compte et demande au groupe si tout le monde va bien, tandis que la présidente reste inconsciente. Le chef des autochtones, qui se présente sous le nom d'Ophir, remercie Haruka et lui présente son ami Gatete. Haruka est surpris de constater qu'il parvient à les comprendre, et après avoir échangé quelques mots, il demande pourquoi ils étaient attaqués. Ophir explique que des marchands avaient été attaqués, et que la guilde des aventuriers avait lancé une mission d'extermination. Naïfs, ils pensaient que ce serait de l'argent facile, mais ils admettent qu'ils seraient morts si Haruka n'était pas intervenu. De plus, ils mentionnent avoir également rencontré un énorme loup vert, une créature à laquelle ils ne s'attendaient absolument pas. Ophir ordonne à son groupe de rassembler toutes leurs affaires, car la calèche a été détruite et les objets se sont éparpillés dans toute la région.
Comme il n'y a pas grand chose à faire en attendant l'arrivée des filles, Haruka s'approche de Gatete et lui propose quelques champignons cuits. Gatete en croque un morceau et est enchanté par le goût, mais il est encore plus surpris de découvrir que ces champignons lui redonnent de l'énergie, ce qui est très rare. Haruka est perplexe et se demande si ces champignons sont vraiment si exceptionnels que ça. Peu de temps après, les filles arrivent enfin. Elles rejoignent le groupe et la première chose qu'elles font est de courir vers une elfe qui se trouve avec eux, l'admirant comme s'il s'agissait d'une véritable célébrité. Ensuite, tout le monde est guidé par le groupe d'Ophir jusqu'à la ville appelée Omui. Dès leur arrivée, les filles sont tellement excitées qu'elles tentent de se précipiter à l'intérieur de la ville. Haruka tente de contenir tout cet enthousiasme, quand elles se calment enfin. Haruka trace une ligne par terre, les filles s'alignent, se donnent la main, et sautent dans la ligne ensemble, puis célèbrent en criant le fait d'être enfin arrivées en ville. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, les délinquants continuent de planifier comment traquer et attaquer les filles, mais ils sont désormais bien mieux préparés. L'un d'entre eux suggère au chef, Kakizuyama, de débloquer au préalable les compétences d'enchantement et de marionnettiste. Kaki trouve que l'idée est judicieuse et décide de partir à la recherche des otaku dotés de la compétence de scellement, capables de libérer ses capacités. Lorsqu'il se rend compte qu'ils ont suivi sa suggestion, le délinquant sourit d'un air malicieux, tandis que les athlètes observent la scène de loin, inquiets à l'idée que les délinquants s'apprêtent à passer à l'action. Pendant ce temps, en ville, les filles explorent tous les stands et toutes les boutiques qu'elles trouvent sur leur chemin. La présidente, voyant qu'elles se laissent distraire plus que nécessaire, tente de leur rappeler qu'elles ont encore des choses à faire et court après elles pour éviter qu'elles ne se perdent. Tandis que Haruka se réjouit de les avoir menées saines et sauves jusqu'en ville et s'accorde le luxe de se détendre un peu. Peu après, la présidente commence à se lasser lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à contrôler les filles et remarque qu'Haruka est assis en train de se reposer, sans la moindre intention de l'aider. Agacée, elle s'approche et se dispute avec lui parce qu'il ne fait rien. Sa patience atteint ses limites et elle décide de remettre de l'ordre dans la situation. Sortant un sifflet et soufflant de toutes ses forces, toutes les filles se présentent et se mettent en formation, prêtes à suivre ses ordres. Haruka remarque qu'elles semblent avoir été très bien entraînées, puisqu'elles se montrent prêtes à tout. La présidente commence à expliquer les prochaines étapes. Elles doivent d'abord se rendre à la guilde des aventuriers, où elles vendront tout ce qu'elles ont récolté jusqu'à présent. Ensuite, elles vont s'inscrire en tant qu'aventurières. Puis elles iront se reposer dans un hôtel. À ce moment-là, Shimazaki se plaint, car elles agissent comme si la recherche du groupe d'Oda n'était pas si importante. Haruka laisse entendre qu'elle doit être très inquiète pour leur bien-être, et en entendant cela, Shimazaki nie, mais son expression n'est pas du tout convaincante. En arrivant à la guilde des aventuriers, elles découvrent une ambiance très tendue. Les hommes présents à l'intérieur ne semblent pas très accueillants, et la présence de tant de filles accompagnées d'un seul garçon n'arrange pas les choses. À ce moment-là, Ophir prévient Haruka que le chef de la guilde souhaite lui parler. Haruka monte au 2e étage et fait la connaissance du chef de la guilde, qui lui rappelle beaucoup un personnage de son enfance, mais il n'arrive pas à se souvenir de qui il s'agit. L'homme s'adresse à Haruka d'un ton intimidant, mais à sa grande surprise, il se contente de le remercier d'avoir sauvé le groupe d'Ophir. Soulagé, Haruka quitte la pièce et remarque une porte qui semble mener à l'endroit où l'on achète des ressources. Arrivé au comptoir d'accueil, il dit à la réceptionniste qu'il aimerait vendre ses cristaux magiques. Elle lui demande de les poser sur le comptoir. Haruka s'exécute et déverse une véritable montagne de cristaux magiques. La réceptionniste est complètement débordée et tente d'expliquer qu'elle ne peut pas évaluer autant de cristaux d'un seul coup. Mais ce n'est pas tout. Haruka ajoute qu'il peut encore en apporter beaucoup plus, ce qui agace quelque peu la jeune fille, qui lui demande de lui laisser au moins une journée pour s'occuper de tout cela. À ce moment-là, les filles s'approchent, toutes excitées, pour annoncer qu'elles se sont inscrites comme aventurières. Ophir sourit, même s'il sait qu'elles s'apprêtent à se lancer dans une mission périlleuse, mais il est heureux pour elles. Au fond de lui, Haruka se dit que tout le monde a gagné beaucoup de niveaux, et il remarque que ces hommes plus âgés qui le regardaient autrefois avec haine lui sourient désormais, et lui donnent des petites tapes amicales dans le dos. Shimazaki donne un coup de coude à Haruka, et lui dit de s'inscrire vite. Alors qu'il se dirige vers le comptoir, il a l'impression de faire ses adieux à son ancien moi, et d'être sur le point de commencer sa nouvelle et merveilleuse carrière d'aventurier. À l'intérieur de la salle, la présidente fait remarquer à Ophir et Gatete que Haruka sera un aventurier incroyable, car sans son aide, aucune d'entre elles ne serait là. Cependant, l'ambiance joyeuse est interrompue
lorsque l'employé termine d'analyser les statistiques de Haruka et lui indique qu'il doit être au moins de niveau 10 pour pouvoir s'inscrire. En entendant cela, Haruka s'effondre et demande s'il ne serait pas possible de faire une petite exception. L'hôtesse prend un air désolé et explique que tous les aventuriers doivent être au moins de niveau 10 et que même s'ils s'inscrivaient seuls, ils seraient considérés comme des débutants jusqu'au niveau 20. En d'autres termes, Haruka comprend qu'il restera bloqué au niveau 1 pour toujours. Voyant que Haruka est abattue, la présidente se rend compte qu'elle va devoir s'occuper des filles et les accompagner jusqu'à l'hôtel. À leur arrivée, en l'enjardant, on leur annonce que les chambres sont déjà prêtes. Et quand Haruka voit les lieux, il demande s'il s'agit d'un hôtel de l'amour, posant comme toujours des questions déplacées. La présidente se fâche contre lui. Puis une fois que tout le monde se dirige vers sa chambre, Haruka se détend et se rend compte que l'endroit est tout à fait ordinaire et confortable, mais il admet que la forêt lui manque un peu. Le lendemain matin, Haruka en conclut que les filles s'en sortiront très bien en ville et décide de retourner dans sa forêt après avoir reçu le paiement des cristaux qu'il a vendus. Lorsqu'il arrive auprès de la réceptionniste, celle-ci s'excuse platement tout en lui remettant une pochette contenant de l'argent, expliquant qu'il s'agit de la totalité de la somme disponible dans les coffres de la guilde. Haruka la regarde, perplexe, se demandant pourquoi elle semble lui rendre quelque chose qu'elle lui avait volé, lorsque le chef de la guilde fait son apparition. Il s'approche et explique qu'il n'a pas encore fini de traiter tout le butin rapporté par Haruka, et qu'il ne dispose pas non plus de suffisamment d'argent pour le payer intégralement. C'est pourquoi il propose à l'amiable d'effectuer le reste du paiement par versement échelonné, ce que Haruka accepte. Le chef de la guilde lui remet alors la bourse d'or et lui indique qu'elle contient 8000 pièces d'or. Haruka reste les yeux rivés sur la bourse pendant quelques secondes, essayant de prendre la mesure de la somme reçue. La réceptionniste lui explique pourquoi il a gagné cette somme. Il a livré une énorme quantité de cristaux de rang F et a également vaincu les loups verts. En entendant cela, il en reste bouche bée. Après cela, Gatet s'approche de Haruka et lui dit qu'il connaît un endroit qui devrait lui plaire. Haruka réfléchit à voix haute, imaginant qu'il s'agit d'une maison close, et suit Gatet sans hésiter, tandis que la présidente, jalouse, tente de l'en empêcher, devinant parfaitement quelles étaient ses pensées perverses. Les deux continuent leur chemin, et Gatet révèle que l'endroit est en réalité une petite armurerie peu connue, un véritable paradis pour les aventuriers. La boutique regorge d'équipements spécialisés pour les donjons, ce qui en fait l'endroit idéal pour des personnes peu conventionnelles comme Haruka. Il est très heureux, mais aussi un peu déçu au début. Cependant, son moral remonte lorsqu'il essaie toutes sortes d'armes et de pièces d'armure spéciales. Il a beaucoup de mal à dire non à l'un d'entre eux. Haruka est ravi de son premier achat. Mais soudain, il tombe sur un bijou particulier qui possède une caractéristique unique. Il s'ajoute à 7 autres objets. Depuis que sa capacité d'évaluation a atteint un niveau impressionnant, son ensemble de villageois affiche désormais la même description. Cela l'intrigue beaucoup, et il demande au vendeur ce que cela signifie. L'homme lui explique avec un sourire satisfait qu'il s'agit de la combinaison d'objets. Avec ce collier, il est possible de combiner jusqu'à 7 objets et de profiter de tous leurs effets en même temps. En entendant cela, Haruka est tout excité. Si son ensemble de villageois peut faire la même chose, il pourra ajouter une quantité énorme d'effets à son équipement. Mais au moment même où il commence à s'emballer à cette idée, la présidente arrive, telle une mère inquiète, pour se disputer avec lui. Elle lui dit qu'il est déjà très tard et que les filles à qui dorment déjà. Haruka insiste cependant pour qu'elle lui accorde encore un peu de temps. Un peu maladroit, il finit par faire tomber un objet qu'il empilait, provoquant une fusion accidentelle. Le propriétaire du magasin s'écrie que ce n'est pas autorisé, surtout avant que les objets ne soient achetés. Pour aggraver encore la situation, tout cela valait plus de 10 millions de pièces. Gata et la présidente tentent de convaincre le propriétaire de la boutique de baisser un peu le prix, tandis que Haruka pousse un cri désespéré, convaincu que ses achats clients sont terminés. Le lendemain, cela fait 20 jours qu'ils sont arrivés dans ce monde, et on remarque que Haruka est bien déprimé. Ils ont réussi à faire baisser le prix à 8 millions de pièces, mais cela l'a laissé sans le sou. Haruka souhaite sortir pour trouver davantage de cristaux, mais les étrangers ne peuvent pas quitter la ville, à moins de devenir aventurier et d'obtenir une autorisation. Même s'il tente de s'échapper avec les filles, il sait qu'il y a quelqu'un qui ne lui fait pas confiance, et il est clair qu'il fait référence à la présidente. Malgré tout, Haruka n'abandonne pas son désir de s'enfuir. Il enfile donc sa vieille cape de villageois, désormais associée à une cape d'invincibilité, ce qui lui donne l'impression d'être un véritable ninja. Il se dirige vers la sortie, se faufilant prudemment entre les filles et la présidente, et en quelques minutes, il parvient à s'échapper. Après s'être assuré qu'il n'y a pas de surveillance à l'entrée, il prend ses jambes à son cou. Cependant, à ce moment précis,
L'une des filles lui demande où il va. Haruka est distrait et finit par atterrir de manière catastrophique contre le mur. Tandis qu'il se remet du choc, il se rend compte qu'il s'agit de l'élite des athlètes, et en y regardant de plus près, il remarque qu'il en manque une. Justement la fille, qui semble avoir l'habitude de se changer n'importe où. Toutes se précipitent vers elle, car elle est en train de se changer juste à l'extérieur. Cependant, à cause d'une remarque de Haruka, elle finit par se sentir très mal à l'aise face à cette situation. Il décide alors de la complimenter, ce qui suffit à lui remonter le moral. Mais c'est Haruka lui-même qui finit par se sentir déprimé, puisque sa première tentative de fuite a été un échec total. Le lendemain, les filles font leurs adieux pour partir en mission pour la première fois. Haruka tente de les accompagner, mais la présidente le lui interdit. Cependant, dès qu'elle le perd de vue, il utilise son pouvoir d'invisibilité pour quitter la ville. Après avoir réussi à s'échapper, il se dirige tout droit vers la forêt, ignorant tout ce qu'il rencontre sur son chemin, y compris une calèche attaquée par des bandits. À l'intérieur de la calèche, une jeune fille appelle à l'aide. Mais avant que Haruka ne puisse simplement s'en aller, l'un des bandits l'attaque pour s'assurer qu'il n'y ait pas de témoins. Désespéré de retourner dans la forêt, Haruka utilise l'un de ses nouveaux objets et lance une boule de feu, réduisant les bandits en cendres. On constate alors qu'il utilise son bâton, qui s'est transformé grâce au visque et à la combinaison avec le bâton de feu. À ce moment-là, les bandits se remettent de leurs blessures et reprennent l'attaque. Alors qu'Haruka utilise d'autres sorts pour les repousser, il se rend compte qu'il l'accuse d'appartenir à une classe magique. Par réflexe, Haruka répond qu'il n'a même pas de classe, mais il regrette d'avoir révélé cette information. Cela pousse les bandits à vérifier son niveau et à découvrir qu'il n'en est encore qu'au niveau 9. Ils se sentent alors très confiants et commencent à utiliser leurs compétences d'armes, ce que Haruka ne peut pas faire car cela exige au minimum le niveau 20. Bien que les trois bandits lancent une multitude d'attaques à longue portée, Haruka se déplace sans difficulté, jusqu'à ce que les bandits eux-mêmes soient quant à court d'énergie. La jeune fille qui l'a sauvé s'approche pour le remercier et se présente sous le nom de Myriel. Elle révèle qu'elle appartient à une famille noble, mais se rend compte qu'en réalité, les bandits ont fini par se vaincre eux-mêmes et ne sait pas trop quoi dire, puisque Haruka a d'abord essayé de l'ignorer et de l'abandonner. Elle ne sait donc pas vraiment si elle doit le remercier, mais affirme qu'elle éprouve au moins une grande gratitude à son égard, tandis que Haruka se dit qu'il vient de rencontrer une nouvelle jeune fille excentrique, de la manière la plus étrange qui soit, et ne parvient pas à comprendre ce qui ne va pas chez elle. Après cela, il se présente officiellement. Myriel explique qu'elle est la fille d'un seigneur d'un certain village et demande à Haruka de l'accompagner pendant le reste du voyage. Voyant qu'il ne semble pas très convaincu, elle ajoute qu'elle s'inquiète pour sa sécurité et qu'elle aimerait lui témoigner sa gratitude. Cette explication fait changer d'avis à Haruka, qui accepte alors de l'accompagner. Une fois qu'ils se sont un peu détendus, Myriel lui demande de quelle ville il vient. À partir de là, Haruka commence à critiquer la ville, se plaignant des hôtels bizarres et des tarifs exorbitants exigés par la guilde. De plus, il ajoute que le seigneur de cette ville est probablement aussi stupide et médiocre que la ville elle-même. En entendant ces paroles, Myriel est très abattue, car elle est justement la fille de ce seigneur qu'il méprise tant. Elle se sent très coupable et regrette d'avoir agi de manière si arrogante envers quelqu'un d'origine modeste et anonyme. Haruka se rend alors compte que cette calèche se dirige vers Mui et se met à crier, demandant qu'on le laisse descendre. De leur côté, on voit les athlètes barrer la route aux délinquants. Kakizaki les avertit qu'il ne les laissera pas s'approcher des filles. Le chef des voyous tente de l'attaquer lorsqu'il se rend compte qu'il n'a pas l'intention de reculer. Mais soudain, quelqu'un lui enfonce une épée dans le dos. Au moment où le chef est poignardé, l'un de ses partisans se jette sur le mystérieux agresseur, tel un héros désespéré. Mais il ne tient pas plus de 2 secondes. Un autre délinquant, ne voulant pas être en reste, tente de faire de même, mais ne parvient qu'à effleurer la lame de l'arme de l'assassin. Puis, grâce à un mouvement télékinétique, l'assassin attire la grande épée de Kakizoyama et, d'un seul coup, tranche les 2 délinquants qui ont osé l'affronter. Les athlètes, guidés par leur instinct de survie, décident de s'enfuir désespérément, mais l'assassin fait preuve d'une vitesse incroyable et les rattrape. Au moment où il s'approche d'eux, les athlètes parviennent à découvrir sa véritable identité. Pendant ce temps, Haruka continue de se plaindre à voix haute, affirmant qu'il ne veut pas être emmené au Mui. Cela finit par blesser Myriel, qui voulait simplement lui offrir une petite récompense. Lorsqu'ils arrivent au manoir, elle se retire et laisse Haruka seule dans une chambre luxueuse, en espérant qu'au moins là, il trouvera quelque chose qui lui plaise. Après quelques minutes d'attente,
Haruka décide que ça suffit et se prépare à partir sans rien dire. Mais à ce moment-là, Myriel fait son apparition, furieuse qu'il n'ait pas attendu qu'elle ait fini de se changer. Elle s'énerve, fait cette petite moue que toutes les femmes font, et commence à se disputer avec lui. Elle lui explique que tout ce qu'elle voulait, c'était le remercier pour son aide. Elle l'emmène ensuite dans la salle à manger, et lui offre un festin digne de la royauté. De plus, elle lui remet une bourse remplie d'or et une carte d'identité, en espérant qu'il se souviendra au moins du nom de son village. Cependant, Myriel ne cesse de parler. Haruka était concentré sur la nourriture et sur les nouvelles récompenses qu'il vient de recevoir. Le cœur un peu brisé, Myriel commence à se demander s'il lui prêtera un jour vraiment attention. Le lendemain, la présidente et les autres filles retrouvent Haruka et se mettent à l'interroger comme des détectives, essayant de découvrir pourquoi il a été invité au manoir. Haruka assure qu'il a été invité et qu'il ne fuyait pas le village. La présidente est déjà convaincue, mais continue d'insister pour savoir ce qu'il a fait pour recevoir cette invitation. Ne sachant pas quoi répondre, Haruka est finalement tirée d'affaire lorsqu'une des filles se souvient qu'elles ont encore des missions à accomplir. Malgré tout, la présidente en profite pour lui rappeler qu'il n'a pas le droit de quitter ce village. Lorsqu'il se retrouve enfin seul, Haruka se rend compte qu'il est enfin libre de faire ce qu'il veut, avec l'argent que Myriel lui a remis. Haruka réfléchit à ce qu'il pourrait acheter. Et pour ne pas s'attirer davantage d'ennuis, il laisse un mot à la présidente, l'informant qu'il va voir comment vont les athlètes. Il pense qu'il s'agit d'une activité bien discrète qui ne l'irritera pas. Lorsqu'ils arrivent à la porte de la ville, il utilise sa nouvelle carte d'identité et franchit l'entrée avec le sourire, se dirigeant vers la forêt, bien décidé à ignorer tout chariot en détresse qu'il pourrait croiser en chemin. Peu après, un orc tente de le prendre par surprise, mais Haruka l'élimine d'un simple coup de bâton. Il trouve tout de même cela un peu étrange, car ces monstres vivent généralement plus au fond de la forêt. Il n'y prête toutefois aucune attention, satisfait de l'équipement qu'il a acheté. Il est convaincu qu'il va désormais pouvoir survivre sans encombre. Alors qu'il continue d'avancer, il tombe sur une tache de sang sur un rocher et suppose qu'elle appartient probablement aux athlètes. Après tout, ce ne sont pas des spécialistes de l'isekai. En suivant la trace, il finit par retrouver le groupe gravement blessé. Voyant que Kakizaki respire encore, il utilise toutes ses potions aux champignons pour tenter de le sauver. Lorsque Kakizaki se réveille, il remercie Haruka et demande si les filles vont bien. Haruka répond que oui, en essayant de garder un air sérieux, tandis que Kakizaki affirme qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour la bande. Peu après, les autres athlètes se réveillent, eux aussi, souffrant et se plaignant, et racontent ce qui s'est passé, confirmant que tous les délinquants sont morts, mais ils ne savent pas si les intellos sont en sécurité, car le tueur est un véritable génie de la stratégie. Il a volé toutes les armes et avait un plan très bien élaboré dès le début. Ils en concluent que le tueur en a désormais après Suyuri, la déléguée de classe, en raison de sa capacité à enlever des personnes. Haruka se rend compte qu'en théorie, seul lui et les intellos connaissaient de l'existence de cette capacité. Kakizaki explique que le tueur ne les a attaqués que parce qu'il cherchait Suyuri, et qu'il a supposé qu'ils iraient certainement la chercher pour lui demander de l'aide. Haruka pense qu'il ne veut plus s'impliquer dans des problèmes, et que son seul souhait est de vivre en paix. Il finit néanmoins par accepter de les aider, tout en précisant clairement qu'il compte se battre seul. Les autres tentent de le convaincre du contraire, mais en voyant la détermination dans son regard, Kakizaki accepte sa décision. Haruka explique son plan, affirmant que les athlètes doivent aller retourner en ville et présenter leurs excuses à la présidente pour avoir été si négligents. Certains d'entre eux sont vexés par la franchise de Haruka, mais ils n'ont pas le choix et finissent par accepter le plan à contre-cœur. Après tout cela, Haruka se dit, un peu découragé, qu'il aurait peut-être mieux valu garder ses camarades près de lui. Mais si tout le monde finit par être vaincu, personne ne protégera les filles. Pendant ce temps, la présidente et les filles cherchent Haruka partout dans la ville, mais ne parviennent pas à le trouver. Comme il a laissé un mot, elles décident qu'il vaut peut-être mieux l'attendre, et en attendant, en profiter pour gagner un peu plus de niveau. De son côté, Haruka analyse les informations que les athlètes lui ont fournies sur les capacités et les armes de son ennemi. La capacité de ces armes est puissante, mais elle présente une faiblesse. Une fois activée, elle ne peut pas être annulée. Haruka, avec son style de savant fou improvisé, décide que s'il veut le vaincre, il doit développer une capacité qui exploite cette faiblesse. Soudain, quelques gobelins, attirés par l'odeur du sang, surgissent de nulle part. Ces monstres restent généralement bien plus à l'intérieur de la forêt. Haruka pense donc qu'il s'agit là de l'occasion idéale pour tester sa nouvelle capacité. Après les avoir vaincus, il fait remarquer avec une certaine frustration qu'il aimerait pouvoir affronter quelque chose de plus puissant. C'est alors que sa perception détecte un roi gobelin. À peine l'a-t-il aperçu que ce monstre se jette déjà sur lui pour l'attaquer.
Haruka parvient à esquiver ses attaques grâce à la combinaison de ses compétences d'esquive, et après avoir échappé à plusieurs coups du roi gobelin, il décide de passer à l'étape suivante de sa stratégie. Il utilise l'enveloppement magique pour combiner toute une série de compétences en une nouvelle technique qu'il applique à son bâton. Puis, d'un mouvement rapide, il attaque le roi gobelin et le vainc en 1 seconde. Lorsqu'il les combine, il parvient à créer quelque chose de bien, ou du moins d'utile, mais sa joie est de courte durée, car un empereur gobelin de niveau 50 apparaît juste derrière lui. Haruka n'est qu'au niveau 9, il sait donc que l'affronter de front serait suicidaire, il décide donc de retenter sa chance avec une combinaison de compétences. Il se rend compte qu'il semble désormais pouvoir apprendre ces compétences qu'il crée, ce qui semble très prometteur, à condition qu'il ne meure pas en essayant. Tout étant prêt, il passe à l'attaque et parvient à toucher le monstre. Mais celui-ci ne semble subir aucun dégât. L'empereur gobelin contre-attaque avec une vitesse impressionnante. Utilisant ses propres compétences d'armes, il ne laisse pratiquement pas le temps à Haruka de réagir. Dès que l'empereur gobelin montre une ouverture, Haruka en profite pour lui asséner un coup direct, le projetant au loin, et lui infligeant des dégâts. Mais avant qu'il n'ait le temps de se réjouir, le monstre active une compétence de guérison, redevenant pratiquement comme neuf. Juste après, il lance une attaque à distance que Haruka parvient à bloquer, mais qui le projette violemment contre les arbres derrière lui. Gardant une attitude positive au milieu du chaos, il se dit qu'au moins, il n'est pas aussi blessé que les athlètes. Et il continue donc avec détermination. Le combat se prolonge toute la nuit jusqu'à ce qu'à l'aube, Haruka parvienne enfin à vaincre le monstre, gagnant d'un coup 2 niveaux pour atteindre désormais le niveau 11. De retour chez lui, il vérifie ses statistiques et découvre qu'il a non seulement gagné un niveau, mais qu'il a également acquis de nouvelles compétences, dont une compétence maîtresse, qui prend plus de temps à améliorer, mais qui lui permet d'obtenir des compétences beaucoup plus facilement. Il comprend néanmoins que sa compétence inventée manipule les fenêtres d'ouverture des compétences d'armes, lui permettant d'attaquer sans préparation. Fier de ses progrès, Haruka sort de chez lui, prêt à tout. Quand à ce moment précis, un homme cagoulé apparaît. En s'approchant, il dévoile son visage. Et on constate qu'il s'agit de Tanaka, l'étudiant que les délinquants utilisaient comme GPS humain. Haruka se souvient très bien de lui, ce type qui avait l'air du suspect numéro 1. Avec un air confiant, Tanaka se moque de lui et explique qu'après tout le travail qu'il a fourni pour tromper les délinquants et les contrôler, les athlètes à l'article de la mort n'avaient qu'à lui amener la présidente. Mais qu'il ne s'attendait pas à ce que Haruka se présente dans un endroit aussi effrayant. Haruka en a assez de toutes ces manigances, et lui demande s'il avait tout planifié depuis le début. Tanaka répond par l'affirmative, et avoue l'avoir utilisé pour diviser le groupe. En entendant cela, Haruka entre dans une rage folle et exige de savoir ce qui est arrivé aux autres. Tanaka parle d'un ton désinvolte, révélant qu'il les a tous éliminés, et qu'il n'a pas de temps à perdre, avec un perdant qui ne possède que les pires compétences. Haruka pointe son bâton vers lui, précisant qu'il n'a pas l'intention de le laisser s'échapper. Tanaka semble un peu surpris et demande ce qu'un solitaire comme lui a à voir avec tout cela. Ce à quoi Haruka répond que même les solitaires ont quelqu'un à protéger. Face à cette déclaration, Tanaka sourit malicieusement et prévient Haruka qu'il va lui aussi mourir. Dès que Tanaka prononce sa sentence de mort, Haruka décide qu'il est temps d'attaquer et lance un coup direct dévastateur. Tanaka le bloque sans difficulté, loin d'être effrayé. Il rappelle que les capacités de Haruka ne sont qu'un mélange de magie inutile. Haruka continue de lancer des attaques, mais Tanaka est plus confiant que jamais et utilise son pouvoir d'interférence pour le ralentir. Pendant ce temps, la déléguée de classe découvre que Haruka est seul dans la forêt et veut lui venir en aide, mais Kakisaki l'en empêche et lui dit de faire confiance à Haruka, qui parviendra à s'en sortir tout seul. De retour dans la forêt, Haruka parvient à peine à bouger un doigt à cause du pouvoir de Tanaka, mais continue d'esquiver les attaques, tant bien que mal. Tanaka, confiant, lui dit qu'il le considérait comme une mauviette, mais qu'à présent, avant de porter le coup fatal, il veut savoir depuis quand Haruka a commencé à se méfier de lui. Haruka répond que dès le début, quelque chose ne collait pas, car cela n'avait aucun sens qu'un génie solitaire comme lui fréquente des délinquants. Tanaka ne se laisse pas déstabiliser et répond que oui, il a tout planifié depuis le début, et que dès qu'il a obtenu son pouvoir d'interférence, qui lui permet de contrôler les mouvements de l'adversaire, la victoire lui était déjà assurée. Il utilise des racines pour immobiliser Haruka et lance une attaque de feu, plein d'assurance. À la surprise générale, Haruka absorbe tout le feu avec son bâton, laissant Tanaka sous le choc.
Haruka ne s'attendait pas à ce que cela fonctionne, mais il semblerait que son pouvoir secret d'absorption magique l'ait sauvé grâce aux viscoses qu'il avait préparées auparavant. Voyant que Tanaka est au distrait, il se précipite vers lui pour profiter de l'occasion, mais son attaque est bloquée par une épée géante, et une voix demande à Haruka de l'excuser. En effet, il ne l'avait pas attaqué auparavant car il réfléchissait à l'arme avec laquelle il allait l'achever, et commence à invoquer toute une panoplie d'armes. Haruka tente d'esquiver et de contre-attaquer, mais les attaques fusent de toutes parts. Dans un moment d'inattention, il est touché par une onde de choc qui le projette dans les airs, comme s'il s'agissait d'un Lego. Malgré tout, il se relève et se dit que la situation est vraiment compliquée. Son ennemi dispose d'un trop grand nombre de schémas d'attaque et semble avoir copié les compétences de tous ses camarades grâce à son pouvoir d'imitation. Tanaka confirme que son plan consiste à voler le pouvoir d'enlèvement de la déléguée de classe pour devenir ensuite le plus puissant collectionneur de pouvoir qui soit. Profitant du fait que Haruka semblait avoir baissé sa garde, il lance une nouvelle attaque contre lui. Cependant, Haruka l'esquive facilement et lui demande s'il ne peut utiliser ce même pouvoir que 3 fois. Tanaka s'énerve et Haruka en déduit qu'elle a découvert la faiblesse de son pouvoir. Le plan de Haruka consistait à provoquer une série d'attaques pour tester sa théorie, et elle avait tout à fait raison. Tanaka s'énerve et s'écrie qu'il est un véritable trésor vivant de pouvoir d'armes. Mais Haruka s'est déjà habitué à sa vitesse, et lui assène un coup direct à l'estomac. Tanaka affirme qu'il a encore un atout dans sa manche, et dévoile son pouvoir le plus spectaculaire, le plus copié de tous. Il sort un poignard, et se met à se déplacer comme un ninja imprévisible. Il disparaît du champ de vision de Haruka, et l'attaque par le haut. Haruka parvient de justesse à l'esquiver, et l'impact détruit tout le sol autour de lui. Tanaka se cache parmi les décombres. Profitant d'un angle mort, il tente d'utiliser sa technique mortelle pour en finir une bonne fois pour toutes avec Haruka. En le voyant s'effondrer au sol, il se met à rire comme un véritable psychopathe, convaincu de sa victoire. Après tout, Haruka l'avait forcé à utiliser la quasi-totalité de son répertoire de capacités, qu'il réservait uniquement aux situations d'urgence. Tanaka piétine le soi-disant cadavre de Haruka et lui dit adieu, satisfait. Mais soudain, une voix derrière lui le salue et lui demande s'il pensait vraiment pouvoir lui marcher sur la tête et s'en aller comme ça. Tanaka reste bouche bée et demande comment cela est possible, puisque sa compétence mortelle devrait avoir un taux de réussite de 100% contre quelqu'un de niveau 11. Haruka explique qu'il possède une compétence appelée bien-être, qui le rend résistant aux effets négatifs, tels que la mort instantanée et d'autres états altérés. De plus, sa chance est au plus haut, et il semblerait que cela lui ait donné cette petite chance de survivre. Tant de chance qu'il a même décidé de faire le mort pendant quelques secondes. Tanaka est sous le choc, et demande comment Haruka a réussi à bouger sans être affecté, alors qu'il était censé être toujours immobilisé par sa capacité. Haruka rit, et révèle sa capacité minable appelée marionnette, qui pourrait également signifier pantin, et précise qu'il l'a spécialement entraîné pour contrôler son propre corps, comme s'il s'agissait d'une marionnette manipulée par des fils. Même lorsque la capacité d'interférence de Tanaka était active, il esquisse un sourire et dit que ses capacités qu'il méprise tant ne sont pas si mauvaises que ça. Tanaka est pris d'une grande colère et lance une attaque désespérée. Mais Haruka l'affronte sans aucune crainte. Acculé, Tanaka hurle que cela ne peut pas être en train de se passer, car il avait tout calculé à la perfection, et que tout comme en mathématiques où 2 plus 2, 8, Haruka, le regard provocateur, répond que ce n'est que dans son monde que les règles fonctionnaient ainsi. Tanaka sent cette vérité le transpercer, car il s'agissait là d'un univers d'inconnu et d'improbable. Ses formules et ses prévisions n'avertent plus le même poids, et les souvenirs envahissant son esprit d'un seul coup. Il se souvient de ses années d'école, prisonnier d'une vie monotone, où il étouffait parmi des camarades médiocres et des cours simplistes. Il avait toujours aspiré à quelque chose de plus, à un défi qui éveillerait son intellect. Et lorsqu'il est arrivé dans ce monde et qu'il a vu ce tableau des compétences, il a su qu'il pourrait enfin y devenir invincible. Il a calculé chaque étape pour devenir le plus fort, même si cela impliquait de sacrifier ses propres camarades, afin de leur voler leurs compétences les plus impressionnantes. Au moment même où il croyait que rien ne pourrait l'arrêter, Haruka est apparu. Et ce garçon aux compétences les plus médiocres a fini par remettre en cause tout ce qu'il avait prévu. Tanaka lance une attaque désespérée, mais Haruka le désarme calmement, convaincu que le combat était enfin terminé. Cependant, Haruka baisse sa garde et Tanaka utilise son ultime astuce dans un dernier élan, contrôlant son épée à distance pour attaquer Haruka. Il sent l'épée le trembler
transpercée et se rend compte que Tanaka est capable de manipuler des objets à distance, ce qu'il n'avait pas prévu. Profitant de l'occasion, Tanaka tente d'attaquer à nouveau, mais Haruka riposte par un coup dévastateur qui l'atteint de plein fouet au visage. À cet instant, une puissante aura commence à envelopper Haruka, faisant trembler Tanaka de désespoir et révélant clairement que Tanaka avait passé tout ce temps à simplement tout calculer, qu'il ne comptait que sur des techniques spectaculaires, tandis que tous les autres s'étaient réellement efforcés de s'améliorer, sauf lui. Tanaka invoque une autre épée et passe à l'attaque, mais Haruka riposte avec une technique qui lui est propre, dévastatrice et précise. Tanaka finit par tomber, vaincu, tandis qu'Haruka s'éloigne lentement, épuisé mais victorieux. Dans ses pensées, il se dit que même les techniques les plus modestes ont leur utilité. Peut-être ne possède-t-il pas les compétences les plus recherchées, mais son intelligence a suffi pour l'emporter. Alors qu'il continue d'avancer, la fatigue s'empare de son corps, et il sait qu'il est dangereusement proche de la mort. Lorsqu'il cesse d'utiliser sa compétence d'idiot, la douleur de ses blessures devient insupportable, et au bord de l'effondrement, Haruka tombe à genoux. Avant qu'il ne touche le sol, quelqu'un le retient. Nos chers otaku. Haruka est surpris, car il n'arrive pas à croire ce qu'il voit, et demande où ils étaient pendant tout ce temps. Oda explique qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. Alors ils sont partis à sa recherche et sont arrivés juste à temps pour le sauver. Ils lui offrent une potion et l'aident à marcher, le guidant hors de la forêt. Quelque temps plus tard, une fois au village, Haruka est accueilli par une foule émue. Les filles le l'entourent, lui montrant à quel point Totsuki est inquiété pour lui. Encore un peu étourdi, Haruka sourit, tandis que Kakisaki s'approche et qu'ils se saluent tous les deux. Les filles insistent pour l'emmener à l'auberge afin qu'il puisse se reposer, tandis que Nago se propose de s'occuper de lui personnellement. Pendant ce temps, les filles présentent leurs excuses aux otaku, admettant qu'au début, elles les avaient rejetés. Ce sont justement eux qui les ont sauvés. Shimasaki est un peu gêné et les remercie, tandis que les otaku acceptent leurs excuses, dans l'espoir de pouvoir enfin se débarrasser du bébé. En observant cela, Haruka ressent une immense paix en sachant que la déléguée de classe et tous les autres sont en sécurité. Pensant qu'ils n'ont plus besoin de lui, il décide de partir discrètement, prêt à retourner à sa vie solitaire. Cependant, la déléguée de classe l'interrompt, lui demandant où il compte bien aller. Haruka tente de répondre avec embarras, mais elle le serre dans ses bras et lui dit qu'elle était très inquiète pour lui, car elle ne savait pas s'il reviendrait vivant. Il est ému et s'excuse, pensant qu'il l'a probablement fait pleurer à nouveau. Mais la déléguée lui sourit, lui assurant qu'elle ne ressent désormais que du soulagement et du bonheur de l'avoir de retour. Alors que tout le monde l'entoure et célèbre le retour de Haruka, il se rend compte qu'il n'est plus seul dans ce monde. Peu après, on voit Haruka faire un rêve très étrange, de ceux où rien n'a tout simplement aucun sens. Cette fois-ci, une silhouette inconnue l'attend au fond d'un abîme sombre. Au bout d'un moment, il se réveille en pensant que c'était ça. En soupirant, il admet que ce rêve était étrange. Haruka retrouve les otaku qui, dans leur élan d'aventure, se préparent pour une expédition dans le donjon. Il lui explique qu'ils sont à la recherche d'un objet rare qui, selon les rumeurs, pourrait changer la façon dont les autres perçoivent une personne. Curieux, Haruka demande ce que fait exactement cet objet. Les yeux brillants d'enthousiasme otaku, ils répondent que cet artefact a le pouvoir de faire en sorte que les autres voient quelqu'un d'une manière différente. Haruka prend congé, non sans penser au préalable que, entre de mauvaises mains, cet objet pourrait semer un véritable chaos. Lorsqu'il se retrouve enfin seul, Haruka se dit qu'avec les otaku partis et Tanaka vaincu, il va pouvoir avoir la grotte pour lui tout seul. Cependant, il sent une présence inquiétante derrière lui. Et bien sûr, il s'agit de la déléguée de classe, avec un regard qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'il n'y aura pas d'échappatoire. Elle le confronte sans détour, exigeant de savoir où il était passé et pourquoi il s'est montré si irresponsable en affrontant seul un tel danger. Haruka, acculé, s'agenouille en signe de reddition, présentant ses excuses d'un ton qui ne plaide guère à la déléguée. En l'écoutant, elle semble se calmer et esquisse même un petit sourire avant de s'en aller. Pendant ce temps, Haruka reste à terre, avec l'impression d'avoir pris une raclée, ne serait-ce qu'avec des mots. Peut-être devrait-il vraiment mettre la main sur cet objet rare. Il se dit alors que s'il fonctionne vraiment, il parviendra peut-être même à éviter la colère de la présidente et à vivre enfin en paix. Après cela, on voit Meriel rendre visite à son père, inquiète de son énorme charge de travail. Son père lui explique qu'en raison de la menace des monstres à la frontière, les marchands ne viennent presque plus en ville. Leur conversation est interrompue lorsqu'un soldat fait irruption dans la pièce pour annoncer l'arrivée d'une horde de monstres se dirigeant vers la ville. Pendant ce temps, Haruka se dirige tranquillement vers le donjon jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec cette même horde composée d'orques et d'un roi orc. Au lieu de prendre peur, Haruka sourit et fait remarquer que cela lui servira d'échauffement.
Alors qu'il se prépare au combat, Meriel arrive à la guilde pour avertir tout le monde du danger, ce qui pousse chacun à se préparer à la défense. Suyuri obtient l'autorisation du chef de la guilde pour apporter son aide. Mais elle ne cesse de se demander où se trouve Haruka à ce moment-là. Tandis que tout le monde s'organise pour défendre la ville, Haruka, insouciant, est en train de balayer de la carte toute l'armée d'orques. Après avoir éliminé tout le monde, il se dirige, tout excité, vers le donjon pour enfin l'explorer. Mais son enthousiasme s'évanouit lorsqu'il se rend compte que le premier étage est rempli de bric-à-brac. Il se souvient alors du marchand qui vend des reliques du donjon et décide d'aller lui poser quelques questions. La nuit tombée, la guilde reste en état d'alerte jusqu'à ce qu'elle aperçoive Haruka s'approcher avec une sérénité totale. Il raconte qu'il a vaincu toute la horde à lui seul, plaisante même avec tout le monde, et leur demande s'ils étaient en train de s'amuser ou quelque chose du genre. La présidente est très agacée et lui donne un bon coup sur la tête, tout en lui demandant pourquoi il se met sans cesse dans des situations aussi dangereuses. Une fois allongé dans son lit, Haruka se rend compte que désormais, non seulement la guilde, mais aussi Meriel semble le surveiller de près, et ce n'était certainement pas le genre d'attention qu'il souhaitait recevoir. C'est pourquoi il est plus que jamais convaincu qu'il doit trouver le fameux objet, qui fera en sorte que tout le monde l'apprécie, ou du moins le laisse tranquille. Le lendemain, Haruka rend visite au marchand, et lui demande s'il existe un objet capable de rendre les gens plus enclins à l'apprécier. Le marchand devient un peu nerveux et évoque l'anneau des phéromones, qui selon les légendes, se trouve dans une partie cachée du donjon et est gardé par un ancien empereur. En partant, Haruka est secrètement suivi par les otaku, qui découvrant ses intentions, en informent la déléguée de classe. Inquiète et soupçonnant Haruka d'être à la recherche de l'anneau des phéromones, elle décide de partir à sa poursuite avec plusieurs filles, pensant que cet objet pourrait lui causer de sérieux ennuis. Lorsqu'elle le rattrape, la déléguée lui demande sans détour s'il cherche l'anneau. Haruka s'énerve et tente d'improviser un mensonge, répondant qu'il est en réalité à la recherche de l'anneau de Salomon, qui selon lui permet de parler aux animaux. Les filles ne croient pas à son mensonge, alors Haruka décide de s'enfuir en courant vers le donjon sans se retourner. La présidente l'avertit de faire attention, car il pourrait bien tomber dans un piège. Haruka répond qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, puisque sa chance est infaillible. Au moment même où il finit de prononcer ces mots, il trébuche et heurte un mur, qui finit par se briser, le faisant dégringoler dans un immense gouffre. La présidente tente de le rattraper, mais elle ne peut que le voir disparaître dans l'obscurité. Tout en tombant, Haruka se demande quelle est la profondeur de ce gouffre. Lorsqu'il sent que le sol se rapproche, il utilise sa magie de la terre pour créer une sorte de coussin qui amortit son atterrissage. Une fois au fond, il observe attentivement son environnement et constate qu'il se trouve dans un lieu inconnu et sombre, décidé à aller de l'avant. Il ouvre son menu de statistiques et se rend compte qu'il a acquis un nouveau niveau de conscience spatiale. Peut-être grâce à toutes ces chutes. Tout en progressant dans le donjon, il se dit que si l'empereur du donjon l'attend vraiment, il aura besoin de toute la chance du monde. Haruka utilise ses nouvelles compétences et s'assure que le couloir est exempt de pièges. De plus, il découvre qu'il se trouve au premier étage du donjon, ce qui lui fait penser qu'il y a peut-être un boss secret à ce niveau. Pendant ce temps, la déléguée de classe et le reste du groupe avancent prudemment, descendant étage par étage à la recherche de Haruka. À chaque pas, Haruka ressent une douleur intense dans les poumons, car la concentration de magie dans cette partie du donjon est bien plus dense que dans la forêt. En arrivant devant une porte immense, il en conclut qu'il se trouve face à la salle du boss de cet étage et continue d'avancer. Dès qu'il ouvre la porte, il ressent une pression écrasante. Une quantité colossale de magie émane de cet endroit. Devant lui apparaît une silhouette imposante, et Haruka se rend compte qu'une seule erreur suffirait à le mettre en grand danger. Il tente d'utiliser sa capacité d'évaluation sur la créature, et découvre qu'il se trouve face à l'empereur du donjon, une créature de niveau 100, ce qui le laisse sous le choc. Pendant ce temps, le groupe continue d'avancer, mais ses membres n'en sont encore qu'au niveau 40. La présidente demande aux otaku si la porte voisine est un portail qui les ramènera à l'entrée. Oda confirme que oui, mais pense que Haruka ne pourra pas emprunter ce chemin, car tout indique qu'il remonte des profondeurs du donjon. De plus, ils expliquent qu'il s'agit d'un ancien donjon, où l'on raconte que le roi du donjon s'incline devant l'empereur, dont la simple présence renforce tous les monstres. Malgré tout, le groupe est convaincu que Haruka parviendra à s'en sortir indemne. Et les paroles d'encouragement de Kakisake aident la présidente à garder son calme. Pendant ce temps, Haruka reste en état d'alerte face à l'ennemi et commence à douter de sa propre capacité d'évaluation, car les attributs du monstre apparaissent comme inconnus, ce qui suggère que sa puissance est tout simplement incommensurable. Toutes ces tentatives d'attaque semblent vaines, et l'empereur pare ses coups comme s'il n'était rien.
Sans perdre sa détermination, Haruka décide de tester une nouvelle compétence qu'il vient de créer. L'espace d'un bref instant, il croit avoir pris l'avantage, mais l'empereur repousse toutes ses attaques avec une rapidité divine. La pression monte et Haruka commence à transpirer, mais il ne songe pas à battre en retraite, car il est déterminé à vaincre ce monstre. Pendant ce temps, Meriel s'entretient avec son père, inquiète face aux nuages sombres qui entourent la partie la plus extérieure du donjon. Cela lui donne le sentiment qu'ils sont sur le point d'affronter quelque chose de bien pire que la horde d'orques des jours précédents. En entendant cela, son père lui demande d'envoyer un messager à la guilde, afin que tout le monde se prépare à une éventuelle urgence. Nous revenons à Haruka, qui continue d'affronter l'empereur du donjon. Il se rend compte que s'il veut vraiment surpasser cette vitesse absurde, il devra basculer toutes ses compétences en mode vitesse. Après avoir fait cela, il court de toutes ses forces vers l'empereur, mais son attaque est bloquée sans difficulté, ce qui montre clairement qu'il n'est pas encore assez rapide. Malgré tout, Haruka n'abandonne pas et continue d'essayer d'augmenter sa vitesse à chaque nouvelle attaque. Après une série de coups consécutifs, l'empereur contre-attaque. Haruka parvient à peine à l'esquiver et ne survit que grâce à sa capacité de prévision conférée par l'œil de Dieu. Face à une vitesse pratiquement impossible à suivre à l'œil nu, ses lentilles de contact développent de nouvelles capacités, et désormais, même si ce n'est que pendant un bref instant, il parvient à voir l'avenir. Mais il sait que s'il baisse sa garde ne serait-ce qu'une seconde, sa vie prendra fin en un clin d'œil. C'est pourquoi il décide de continuer à se battre, comme si tout en dépendait. Haruka continue de se battre comme jamais auparavant, se demandant pourquoi il se sent ainsi précisément dans les moments les plus critiques, bien qu'il soit à l'article de la mort. Haruka trouve tout cela incroyablement amusant. Il n'a plus ni magie ni endurance, et il ne sait même pas s'il parviendra à rester conscient encore très longtemps. Il sait que si son ennemi attaque à ce moment-là, sa fin sera inévitable. L'empereur du donjon s'approche lentement, mais à cet instant, Haruka se rend compte que quelque chose ne va pas, et se demande pourquoi il ne l'a pas encore attaqué. Tout au long de leur combat, il en est venu à la conclusion que cet ennemi est différent des autres monstres qu'il a affrontés. La principale différence est qu'il ne ressent aucune soif de sang de sa part, ce qui signifie que l'empereur aurait pu le tuer à tout moment s'il l'avait vraiment voulu. Haruka passe à nouveau à l'attaque, mais l'empereur le coince et lui met son épée sous la gorge. À ce moment-là, Haruka se rend compte que le miasme pourrait contrôler l'empereur, le forçant à se battre contre son gré. En confirmant cette hypothèse, son bâton se met à briller, et Haruka observe avec stupéfaction qu'il absorbe le miasme qui enveloppe l'empereur. Tout porte à croire que son bâton possède une capacité sacrée ou quelque chose de similaire, et à ce moment-là, c'est son meilleur atout. Haruka attaque l'empereur avec son bâton, et dès que le coup l'atteint, tout le miasme commence à être absorbé. Lorsque le miasme disparaît enfin, l'empereur baisse ses armes, confirmant qu'il était bel et bien sous emprise. Haruka décide de lui parler, et comprend enfin que l'empereur souhaitait simplement mourir pour se libérer de l'emprise du miasme, raison pour laquelle il ne l'avait pas tué auparavant. L'empereur laisse tomber son épée, mais Haruka s'inquiète en voyant que le miasme sombre qui avait été absorbé recommence à s'échapper. Il sait que s'il ne met pas fin à la vie de l'empereur à cet instant précis, celui-ci sera à nouveau consumé par les ténèbres. C'est pourquoi il estime que la meilleure solution est de lui accorder ce qu'il souhaite, et de mettre fin à ses jours. Haruka s'approche pour le faire, mais au dernier moment, il laisse tomber son bâton et l'enlace au lieu de l'attaquer. Quelque chose en lui dit qu'il ne doit pas continuer à recourir à la violence, car cet empereur est seul. À ce moment précis, Haruka est surpris de voir que son pouvoir de soumission s'est activé. Il tente d'expliquer à l'empereur ce qui vient de se passer, en précisant qu'il ne sait ni comment cette capacité fonctionne, ni comment la désactiver. Au moins, il semble avoir réussi à le libérer des ténèbres. Et cela apaise l'empereur qui, au lieu de s'énerver, accepte la main tendue de Haruka. À partir de ce moment, les deux décident de former une équipe. Haruka ne comprend toujours pas ce qui vient de se passer, il décide donc d'utiliser son pouvoir d'évaluation pour s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal. Ce faisant, il découvre que le niveau de l'empereur a été réinitialisé, revenant au niveau 1. De plus, il remarque qu'il possède désormais un nom, ce qu'il n'avait pas auparavant, appelé Angelica. Haruka se sent mal à l'aise en réalisant qu'il vient de soumettre une autre fille, car il sait que les autres vont être furieuses contre lui. Cependant, peut-être que les squelettes ne comptent pas, alors Haruka décide de rester serein pour l'instant. Après cela, il en conclut que le mieux est de quitter cet endroit. C'est ainsi que tous deux se dirigent vers le dernier étage normal du donjon. En arrivant, ils tombent sur un escalier, mais au moment où Haruka commence à s'en approcher, le boss de l'étage fait son apparition.
Il est d'un niveau élevé, ce qui rend Haruka très nerveux, car il n'est pas en mesure d'affronter des combats d'un tel niveau. L'empereur du donjon ne voulait pas le tuer, mais il lui avait tout de même livré un combat difficile. C'est pourquoi Haruka sait que ce chef d'étage sera lui aussi un adversaire de taille. Il préfère éviter le combat et se contenter de monter les escaliers. À ce moment-là, Haruka se rend compte qu'il n'a en fait pas besoin d'utiliser les escaliers pour monter. Il utilise donc sa magie de la terre pour percer le plafond, ouvrant ainsi un énorme trou. Ce faisant, il découvre que 2 autres monstres l'attendent à l'étage supérieur, tous deux à des niveaux proches du maximum. Haruka se met à l'abri en les voyant dégringoler de l'étage supérieur, mais il est surpris de constater que la chute a réduit presque toute leur vie. Sans trop réfléchir, il décide de saisir l'occasion pour en finir avec eux tous. Acceptant de bon gré la victoire que la chance lui a offerte, Haruka remarque alors qu'Angelica ne peut s'empêcher de regarder l'armure que portait le boss de cet étage et lui demande si elle aimerait la garder. Angelica répond par l'affirmative et enfile l'armure, qui épouse parfaitement son corps féminin. Haruka décide d'utiliser sa capacité d'évaluation pour analyser l'armure et découvre qu'elle a été considérablement modifiée. Cela finit par agacer Angelica, qui s'éloigne en se dirigeant vers l'autre côté. Pendant ce temps, le reste du groupe continue de descendre dans le donjon, quelque peu découragé de ne trouver Haruka nulle part. À ce moment-là, le groupe franchit une porte et tombe nez à nez avec un énorme monstre à 4 bras, un redoutable cyclope. De son côté, à la guilde, Meriel signale qu'il se passe quelque chose d'étrange dans le donjon et craint que la situation ne soit grave. Le chef de la guilde répond qu'il n'a encore reçu aucun rapport du garde, mais Zoftero rappelle qu'ils ne peuvent pas faire confiance à la personne qui monte la garde. En entendant cela, le chef réévalue la situation. Se rendant compte qu'ils auraient peut-être dû se montrer plus prudents, il assure qu'il prendra toutes les dispositions nécessaires en cas d'urgence, et suggère que les autres soient également prévenus. De retour auprès de Haruka, Angelica semble être de meilleure humeur après qu'il lui a remis une cape de stockage qu'il possédait. À l'étage supérieur, Haruka détecte la présence d'un monstre et utilise sa capacité d'évaluation pour localiser le chef de l'étage. En l'analysant, il découvre qu'il est immunisé contre les attaques physiques et que seule la magie sacrée est capable de l'affecter. Percer un autre trou dans le plafond n'est plus une option, car il n'a aucune idée du type de monstre qui pourrait l'attendre à l'étage supérieur. Après avoir réfléchi un instant, Haruka se rend compte que pour neutraliser les monstres de magie noire, il doit utiliser son bâton. Il parvient ainsi à vaincre le boss de l'étage très facilement grâce à sa lumière sacrée. À l'étage suivant, il tombe sur un nuage de papillons de nuit monstrueux qui répandent une poussière toxique. Haruka sait qu'il ne pourrait pas y résister. Il décide donc d'utiliser de la magie de feu pour les attirer, car les papillons de nuit sont attirés par la lumière. Dès qu'elles tombent dans le piège, il augmente l'intensité des flammes, les réduisant toutes en cendres instantanément. Plus loin, il rencontre une horde de chenilles monstrueuses, probablement les stades larvaires de ces papillons de nuit. Ces créatures laissent des fils collants, difficiles à retirer une fois qu'ils adhèrent au corps. C'est pourquoi Haruka utilise la magie de la terre pour ériger un mur fin, qui leur barre le passage, puis l'incline pour que les chenilles roulent et soient écrasées. En arrivant à l'étage suivant, Haruka remarque que quelque chose a changé. Une présence puissante domine l'atmosphère. Soudain, une épée l'attaque, mais il parvient à esquiver le coup et découvre qu'il se trouve face à un autre boss d'étage. Bien qu'il soit d'un niveau inférieur, ce monstre possède des capacités qui en font un adversaire dangereux. Haruka tente d'esquiver et de contre-attaquer, mais l'ennemi utilise des mouvements inhabituels et très difficiles à suivre. Angelica observe la situation et décide d'intervenir avec un esprit combatif impressionnant. Elle dégaine son épée, ce qui pousse le monstre à adopter une attitude bien plus sérieuse. Haruka est impressionné, tandis qu'Angelica vainc le boss de l'étage d'un seul coup. Mais il sait qu'elle est désormais une alliée puissante et ne peut s'empêcher de penser à quel point elle serait dangereuse si elle se trouvait dans le camp adverse. Pendant ce temps, à un autre niveau du donjon, le groupe des garçons affronte le redoutable cyclope. La fatigue commence à se faire sentir et la ligne de front est sur le point de s'effondrer. Bien qu'épuisé, Kakisaki se demande ce que ferait Haruka dans cette situation et décide d'agir avec une détermination renouvelée. Le groupe élabore un plan risqué, et Kakisaki lance une attaque frontale dans le but de distraire le cyclope. Il reçoit un coup violent pendant l'exécution du plan. Cependant, cela faisait partie de la stratégie. Alors que le monstre est distrait, Oda lance une attaque d'une puissance extraordinaire et vainc le cyclope d'un seul coup. Enfin, le groupe célèbre sa victoire et promet de retrouver Haruka. De leur côté, Haruka et Angelica continuent d'avancer dans le niveau du donjon.
mais s'arrêtent lorsqu'elles se rendent compte que tout l'endroit se met à trembler. Elles l'ignorent, mais une immense horde de monstres se rapproche dangereusement. Le gardien du donjon est sous le choc. Sa vie de salarié était déjà compliquée, et voilà qu'il a vu un gamin et son groupe entrer comme s'ils se promenaient, ignorant tous les panneaux leur interdisant l'accès. Et, comme si cela ne suffisait pas, une nuée de rats commence à sortir du donjon, sans compter toutes sortes de créatures très étranges qui surgissent du sol. On ne lui avait pas dit que le travail serait comme ça. C'est pourquoi il s'est précipité à la guilde pour donner l'alerte. Le chef semble au bord d'une montée d'adrénaline, et il déroule un vieux livre en disant qu'il était déjà au courant. Il s'avère que les donjons sont des êtres vivants qui grandissent sans cesse jusqu'à atteindre leur apogée, et quand cela arrive, ils se mettent à vomir des monstres comme s'il n'y avait pas de lendemain. La solution consiste à vaincre le boss final. En théorie, le problème est de trouver quelqu'un d'assez fou et habile pour y parvenir. Tandis que le chef organise la résistance, nous revenons à Haruka, qui se trouve au 90e étage et affronte un niveau difficile. Tout n'est qu'eau, et les ennemis sont des poissons armés. Mais Haruka n'est pas du genre à abandonner et fait preuve d'une grande ingéniosité. Elle gèle l'eau et élimine les poissons un à un. Soudain apparaît le poisson boss, une créature gigantesque qui l'envoie valdinguer dans l'eau d'un seul coup. Haruka sort une planche de surf magique et chevauche les vagues comme s'il était Gabriel Medina. Après avoir pris de la hauteur, il assène un coup à la tête du poisson. Celui-ci est assommé et Haruka s'en va tout content. Pendant ce temps, Angelica commence à retrouver sa forme humaine grâce au cadeau de Haruka, et l'ambiance entre les deux devient de plus en plus torride. Mais Haruka, fidèle à son caractère d'aventurier insatiable, continue d'explorer comme s'il avait tout le temps du monde. De retour en ville, Meriel et Ofer sont au bord de la crise de nerfs, se demandant quoi faire et comment retrouver Haruka. Le chef de la guilde pense qu'il s'agit d'une sorte de héros et décide d'envoyer Meriel avec Ofer à la recherche de Haruka. Mais Meriel est terrifiée par toute cette histoire. Finalement, elle accepte, car quelqu'un doit bien le sauver. De retour dans le donjon, Haruka se retrouve dans un niveau truffé de pièges et où la chaleur est insupportable. À un moment donné, il manque de finir en rôtisserie, mais Angelica le sauve juste à temps. C'est alors qu'il se produit quelque chose d'inattendu, un vent frais. Haruka est plus perplexe que jamais et décide d'enquêter. C'est là que tout s'imbrique. La déléguée de classe, qui se trouve dans une autre partie de l'étage, sent elle aussi le vent et entend une voix familière. C'est Haruka qui, après avoir crié de toutes ses forces, parvient à communiquer avec elle à travers un trou dans le mur. Haruka écoute attentivement la déléguée de classe, mais son esprit tourne déjà à 1000 à l'heure à la recherche de solutions. Quelqu'un demande s'il y a une corde, mais il n'en a pas. Il découvre alors que son équipe se trouve au 54e étage. Haruka sait qu'il n'a pas de temps à perdre et qu'il doit se dépêcher pour les rejoindre. Cependant, la déléguée de classe l'interrompt, affirmant qu'elle doit lui dire quelque chose d'important. La ville est en danger à cause des monstres géants et du chaos total qui y règne. Une fois la situation presque entièrement clarifiée, Haruka apprend que la ville ne survivra pas à une troisième vague, d'autant plus que la deuxième vague l'a presque détruite avec des créatures gigantesques. C'est pourquoi la seule option est qu'il vainque le boss final du donjon. Haruka est très perplexe et demande s'ils font référence à Angelica, car si c'est le cas, il l'a déjà vaincue. Tout le monde le regarde, alors avec incrédulité, car sans le boss du donjon, il ne devrait plus y avoir de nouvelles vagues. Haruka n'a pas de réponse. Ofer lui demande s'il est vraiment sûr que le boss final est mort, car s'il ne l'est pas, le combat continuera. Bien qu'il ait vaincu ce squelette, Angelica est désormais libérée du donjon, et elle n'était qu'une prisonnière de plus. Une victime de cet endroit sombre et glacial. Haruka ne peut même pas imaginer combien d'années elle a passé enfermée dans la solitude, et il ne peut pas en finir avec elle maintenant. Ofer insiste pour savoir si le boss final est mort. Haruka avoue que non, et tout le monde reste bouche bée, affirmant que cela n'a aucun sens. Il se retrouve tiraillé entre sauver Angelica et protéger la ville. Mais il a un plan et regarde Angelica en lui disant de lui faire confiance. Ses paroles ne laissent guère de place aux questions. Puis, il crie au reste du groupe qu'il va venir à bout des vagues. La déléguée de classe ne sait pas si elle doit s'inquiéter ou lui faire confiance, et lui demande s'il a vraiment une chance d'y parvenir. Haruka répond avec assurance, mais au fond de lui, il sait qu'il improvise. Meriel est émue et dit à la déléguée de classe qu'elle croit en lui, car il les a toujours protégés, toujours sauvés, et a toujours remporté la victoire. Sa foi est pleine d'espoir, mais elle pèse lourd, et Haruka est reconnaissant de la confiance qu'elle lui accorde, promettant de tout donner pour que la ville soit sauvée, et pour que personne, pas même Angelica, ne reste prisonnier de cet endroit terrible. Le temps passe, et la ville est en danger. Haruka est prêt à tout donner, tandis qu'une immense horde de monstres se dirige vers le village. Les aventuriers tentent l'impossible pour l'arrêter, mais ils souffrent énormément car un seul d'entre eux se bat comme il faut, le maître de la guilde se contentant de rester immobile dans une pose stylée tout en essayant de les motiver. Il
rappelle également à tous les autres que la fiancée du seigneur de la ville, Meriel, accompagnée d'Ofer, est partie à la recherche des nouveaux aventuriers et qu'avec leur aide, ils parviendront peut-être à renverser le cours de la bataille. Haruka passe à l'action et demande à Angelica d'accélérer un peu le rythme. Puis tous deux commencent à monter étage après étage. Au 73e étage, ils viennent à bout des reptiliens en utilisant de la magie de glace, puis Angelica les transforme en petits cubes. Au 72e étage, ils repoussent les insectes avec de la fumée. Au 70e étage, Haruka bloque l'odorat du chien à 2 têtes, avec son vinaigre spécial. Puis Angelica les coupe en 2. Tous deux font un excellent travail, mais loin, alors que Haruka examine tous les objets. Angelica lui touche l'épaule, et il imagine qu'elle veut qu'il se repose un peu, parce qu'il en fait trop. Il comprend son point de vue, mais il n'a pas le temps de s'arrêter maintenant, et tous deux continuent d'avancer jusqu'à atteindre le 69e étage, où ils trouvent un hibou endormi. Haruka est très confiant, pensant que sa compétence de bien-être l'immunisera contre les effets de statue. Pourtant, ceci l'affecte, bel et bien, et Haruka tombe dans un sommeil profond à cause de la capacité de la chouette endormie. Quelque temps plus tard, à son réveil, il se rend compte qu'Angelica le porte sur son dos et s'excuse de lui avoir laissé tout le travail. Mais elle lui donne quelques petites tapes, lui faisant comprendre qu'il doit se reposer encore un peu, et Haruka décide de l'écouter en faisant une nouvelle sieste. Ailleurs, le groupe affronte un lion géant. Malgré leurs attaques physiques ou magiques, celui-ci ne bronche pas d'un pouce. Ofer fait remarquer que les lions du donjon exigent qu'on résolve des énigmes, et qu'il ne s'agit pas de bêtes que l'on peut vaincre par la force brute ou la magie, car selon les rumeurs, ils seraient immortels. Les filles s'inquiètent et se demandent comment elles vont pouvoir vaincre un tel monstre, et le lion les projette en l'air en attaquant. Au 59e étage, après un bon repos, Haruka remercie Angelica, alors qu'elle continue d'avancer. Sa perception s'active. De retour auprès du groupe, tout le monde est à terre, car même en travaillant en équipe, il est tout simplement impossible de lutter contre une créature immortelle qui résiste aux attaques physiques et magiques. Le lion s'apprête à renvoyer la déléguée de classe dans l'Isekai, mais c'est à ce moment-là qu'apparaît Haruka, qui utilise son bâton sacré, désormais considérablement renforcé, et parvient à annuler l'immunité du lion contre les attaques. Il fait remarquer que même s'il s'agit d'un monstre de niveau 100, ce n'est qu'un mini-boss de l'étage 57. Rien à voir avec le boss de tout le donjon, qui d'un seul coup le décapite. Puis Haruka, ne sachant pas trop quoi dire, se contente de déclarer qu'il est de retour. La déléguée de classe et tous ses camarades se réjouissent de son retour. Mais au milieu de la réunion, la déléguée de classe demande à Haruka qui est cette cavalière. Et alors qu'il s'apprête à la présenter, le sol s'effondre. Par chance, Haruka était déjà prêt et s'attendait à ce que quelque chose de ce genre se produise. Il remonte alors à la surface et dit aux autres qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car il possède désormais de nouvelles compétences et beaucoup plus d'expérience. Avant même d'avoir fini de parler, le sol s'effondre à nouveau et il retombe. Mais cette fois-ci, il ne s'y attendait pas. Cependant, la déléguée de classe n'envisage pas de le laisser tomber une nouvelle fois et réagit rapidement pour lui attraper la main. Après cela, les autres viennent en aide à Haruka et félicitant la déléguée pour sa réaction rapide. Mais Oda fait remarquer que ce n'est pas le moment de se réjouir et désigne l'étage inférieur, laissant tout le monde sous le choc en voyant que la horde de monstres sort du donjon. Si un tel nombre d'entre eux s'échappe, Omu sera condamné. Tout le monde panique et la présidente demande à Haruka s'il a un moyen de sauver la ville. Il répond très calmement qu'Angelica est la clé. À ce moment-là, Ofer crie à tout le monde qu'il est temps de retourner en ville. Il pénètre dans le portail de téléportation et remonte à la surface où il retrouve le maître de la guilde. Miraculeusement, ils ont réussi à survivre de justesse, mais ils n'ont pas le temps de se réjouir, car Mariel les avertit que les monstres arrivent déjà. Personne n'en croit ses yeux en voyant l'énorme vague qui s'échappe du donjon. C'est une véritable armée de monstres, composée de toutes sortes de créatures. Les jeunes savent très bien qu'ils n'ont aucune chance face à cette armée. Malgré tout, avec un culot incroyable, le père de Mariel dit aux citoyens qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car les aventuriers d'Omu défendront la ville contre les monstres, alors qu'en réalité, ils ne savent même pas par où commencer. Haruka regarde Angelica et comprend que l'heure est venue d'agir. Elle s'avance, dégaine son épée et la plante dans le sol, créant une énorme vague de mana. C'est elle qui a envoyé d'innombrables ennemis puissants au fond du donjon. Et seule elle et ses pouvoirs peuvent maîtriser n'importe quel monstre, car elle exerce une autorité absolue sur eux tous. Sous son règne, les monstres commencent à disparaître, laissant tout le monde perplexe, se demandant où sont passées toutes ces créatures. Personne n'arrive à croire ce qu'il voit. Alors Haruka s'approche d'Angelica pour célébrer la victoire. La déléguée de classe demande à Haruka si c'est lui qui a fait cela, mais il répond qu'il n'a rien fait, car tout est grâce à Angelica.
Oda comprend que cette jeune fille est l'impératrice du donjon, et tout le monde est surpris de l'apprendre. Cependant, Haruka les rassure en précisant qu'elle ne représente aucun danger. Tous décident quoi de le croire, tandis qu'Oda n'arrive pas à croire que Haruka ait été accompagnée par l'impératrice du donjon, la souveraine de tous les monstres qui y vivent. Haruka explique qu'en réalité, elle est très forte, même si, en raison de certaines circonstances, elle a dû recommencer au niveau 1. Son pouvoir est immense, mais il ne fonctionne qu'avec les monstres du même donjon, et ceux-ci doivent se trouver à proximité d'elle pour que ses capacités produisent leur effet. Le chef demande ce qu'il est advenu des monstres, et Haruka répond qu'ils sont très probablement retournés chez eux, dans le donjon. Omui est donc désormais en sécurité. Tout le monde célèbre la victoire, et le lendemain, Haruka organise son grand événement, en utilisant tout le matériel qu'il a récupéré dans le donjon. À ce moment-là, tous ses camarades arrivent à l'auberge à la demande de Haruka, et sont impressionnés par l'énorme quantité de trésors qu'il a récupérés. Haruka prend un mégaphone et leur demande s'ils sont prêts à acheter, car tous ces objets sont proposés à des prix très bas. Les garçons et les filles laissent parler leur esprit de compétition pour voir qui parviendra à mettre la main sur les meilleurs trésors. Cependant, ce sont les filles qui se lancent à fond dans la compétition et battent les garçons à plate couture pour obtenir les meilleurs équipements. Haruka a pitié d'eux et décide de leur donner certains des objets qui restent. Quelque temps plus tard, alors que tout est redevenu plus calme, Haruka regarde Angelica et s'inquiète pour elle, car même si elle est restée en ville avec eux jusqu'à présent, elle a passé beaucoup de temps seule dans ce donjon. Lui-même n'est pas la personne la plus sociable du monde, mais il doute fort qu'elle soit du genre sociable non plus. Alors il se demande si elle arrivera à s'entendre avec tout le monde là-bas. Quelque temps plus tard, tout le monde est très heureux, grâce à tout l'équipement qu'ils ont pu obtenir grâce à Haruka. Mais celui qui est vraiment heureux, c'est lui-même, qui nage dans les pièces d'or. À ce moment-là, la déléguée de classe s'approche de lui et le remercie pour tout ce qu'il a fait. Haruka se retourne et lui demande si elle a obtenu l'équipement dont elle avait besoin. Elle répond que tout cela, c'est grâce à lui. Angelica le remercie également et demande à Haruka de les présenter de manière plus formelle. Il la présente alors sous le nom d'Angelica et précise qu'elle peut être considérée comme une chevalière squelette, très fiable, mais aussi comme l'impératrice et la chef secrète du donjon. La déléguée de classe lui demande s'il a utilisé sur elle la bague à phéromones qu'il cherchait. Haruka est un peu nerveux et avoue qu'il n'a jamais trouvé cette bague et qu'il a fini par utiliser sans le vouloir, son pouvoir de subjugation. La déléguée de classe est surprise d'apprendre qu'il a subjugué l'impératrice du donjon et lui demande pourquoi il a fait cela. Haruka ne sait pas quoi répondre, et la déléguée de classe commence à avoir des soupçons. Elle décide alors de poser directement la question à Angelica. Cela la fait réagir, et la déléguée de classe lui prend la main et l'emmène. Tandis qu'Haruka espère simplement qu'Angelica parviendra à s'entendre avec tout le monde. Après cela, on voit Angelica très nerveuse, car elle est encerclée par toutes les filles de la classe. Elles se mettent à la bombarder de questions, et Angelica répond qu'elle est une fille, et qu'elle a 17 ans. Ce qui surprend toutes les autres. La déléguée de classe s'approche d'elle et lui demande si elle peut en dire un peu plus sur elle-même. Petit à petit, on apprend alors qu'Angelica était prisonnière dans l'obscurité, au niveau le plus profond du donjon, jusqu'à ce qu'elle soit sauvée par Haruka, qui a brisé sa malédiction en la maîtrisant. La déléguée de classe estime qu'elle devrait elles aussi l'aider. Elle emmène donc tout le monde prendre un bain avec Angelica, convaincue qu'un bain d'eau chaude pourra réchauffer ce cœur froid et solitaire. Angelica essaie de se déshabiller, et la déléguée tente de l'aider, pensant que même si elle n'est qu'un squelette, elle reste une jeune fille, et souhaite sans doute être propre. Lorsqu'elle commence à l'aider à se déshabiller, elle et toutes les filles sont déconcertées de découvrir qu'Angelica a une peau et des chairs humaines, et qu'en plus, c'est une vraie beauté. De son côté, Haruka est allongée, en train de se détendre. Il se dit qu'au début, il était un peu déprimé de ne pas avoir trouvé la bague, mais qu'au moins, il a gagné 6 niveaux d'un coup et acquis plusieurs bonnes compétences. Cependant, il se souvient de la vague et se dit qu'il n'aurait jamais pu l'arrêter sans l'aide de ses compagnons et d'Angelica, mais en réalité, c'est elle qui a fait tout le travail. C'est pourquoi il décide de retourner dans la forêt pour devenir encore plus fort par ses propres moyens. Le lendemain, il se rend à la guilde des aventuriers, et la présidente, en le voyant, se dit que Haruka ignore peut-être encore la vérité, à savoir qu'Angelica est bien réelle et bien vivante. Mais Haruka se contente de demander s'il peut retourner dans la forêt, car il a encore beaucoup de choses à faire. Elle est un peu nerveuse et répond que cela ne pose pas de problème, à condition qu'il revienne par la suite. Haruka est tout excitée et demande à Angelica si elle veut l'accompagner, ce qui rend la représentante nerveuse, car si les deux partent seuls dans la forêt, Haruka pourrait découvrir la vérité. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, elle les interrompt, mais se ravise aussitôt et se contente de lui demander de bien veiller sur Angelica. Haruka est perplexe, mais répond qu'il veillera sur elle,
elle, et les deux s'en vont. La représentante reste là, l'air un peu énigmatique et pensive. Pendant ce temps, les deux arrivent dans la forêt où ils commencent à s'étirer, et Haruka se réjouit enfin de respirer à nouveau l'air frais, et commence à utiliser sa vitesse pour essayer de s'y habituer. Cependant, il finit par glisser et tomber. Angelica l'avertit qu'il doit faire attention aux champignons car ils sont glissants. Mais elle finit elle-même par glisser et tomber, et est rattrapée par Haruka, qui remarque qu'elle est bien lourde pour un squelette, ce qui fait rougir Angelica. Plus tard, déjà pendant la nuit, Haruka prend un bain relaxant dans sa chère salle de bain. Pendant ce temps, Angelica lui demande si elle peut le rejoindre, mais avoue ensuite que ce n'était qu'une blague. Elle se dit que même si elle est un squelette, elle reste une jeune fille, et s'excuse d'avoir fait cette suggestion. À ce moment-là, quelqu'un ouvre la porte, et il est surpris de voir une blonde aux formes généreuses entrer dans la salle de bain. Il panique, en réalisant qu'elle est pratiquement nue. Il demande ce qui est arrivé à Angelica, puis lui demande si c'est bien elle. Elle rougit, et répond que oui. Haruka rougit à son tour, puis tous deux se retrouvent dans le dortoir. Haruka est nerveux et lui demande si elle arrive à parler. Angelica tente de communiquer, ce qui fait penser à Haruka que, peut-être parce qu'elle a passé tant de temps sous la forme d'un squelette, elle a du mal à utiliser sa voix. Mais par des gestes, elle explique comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Elle raconte que l'empereur du donjon était un monstre squelette animé uniquement par son esprit, et que l'armure argentée lui a redonné chair afin d'activer une malédiction. Puis les effets d'un bracelet béni ont annulé cette malédiction, la laissant prisonnière de l'armure. Puis, grâce au joyau de nécromancie qui contrôle la vie et la mort, et à la chance procurée par une bague à la fortune illimitée, elle a réussi à récupérer l'énergie vitale qu'elle avait perdue. Revenant ainsi à la vie grâce à divers accessoires légendaires, Haruka est surpris, comprenant qu'Angelica a tout ce temps essayé de l'aider en guise de remerciement. Cependant, il se dit qu'en agissant ainsi, il la prive peut-être de sa liberté, et lui fait clairement comprendre qu'elle n'est plus un monstre, lui demandant pourquoi elle ne fait pas simplement ce qu'elle veut, puisqu'elle n'a pas besoin de rester avec lui pour lui rendre quoi que ce soit. Angelica se met à pleurer et serre Haruka dans ses bras, lui disant qu'elle ne veut pas se passer de lui. Haruka comprend qu'elle a été seule pendant très longtemps et qu'elle aspire désormais à de la compagnie. Il décide donc de la laisser rester à ses côtés et commence à lui raconter de nombreuses anecdotes de sa vie pour la faire sourire. Ainsi, tous deux passent la nuit entière à partager des histoires de solitude. Le lendemain, Haruka demande à Angelica si elle aimerait se battre avec lui, en précisant qu'il souhaite qu'elle donne le meilleur d'elle-même, car il teste une nouvelle capacité et veut voir à quel point elle s'est améliorée ces derniers jours. Angelica accepte, et tous deux se préparent à se battre, tandis qu'Haruka se dit qu'Angelica, désormais libérée des ténèbres, doit être bien plus forte que lors de leur rencontre dans le donjon. Malgré tout, il est convaincu qu'il parviendra à surpasser cette vitesse grâce à sa capacité de téléportation. Son niveau et ses statistiques sont faibles, et il dispose des pires armes et compétences, mais il compte tout de même devenir plus fort et se jette à l'assaut d'Angelica. Elle le renverse sans peine, le laissant à terre. Mais Haruka se relève et affirme qu'il a appris à mieux maîtriser son déplacement et qu'un jour il sera bien plus fort qu'elle. Il l'invite ensuite à aller chercher de quoi manger, car l'entraînement l'a épuisé. Angelica accepte, et Haruka remarque qu'elle ressemble plus à un petit chaton qu'à une personne. Après cela, ils partent pêcher et ramènent un véritable festin. Haruka explique qu'ils vont préparer un ragoût de poisson, mais Angelica ne comprend pas de quoi il parle, et il lui dit simplement d'attendre, car ce sera vraiment délicieux. De retour à la maison, il se rend dans la cuisine. Angelica ne sait pas cuisiner, mais Haruka l'aide, ce qui la rend très heureuse de partager ces moments avec lui. Plus tard, le ragoût est prêt et ils mangent à leur faim. Haruka fait remarquer qu'il n'aurait jamais imaginé manger un ragoût dans un autre monde. À ce moment-là, il remarque qu'Angelica est très nerveuse. Il lui demande ce qui s'est passé et elle l'entraîne par le bras jusqu'à la chambre. Quand Haruka s'assoit, elle se place derrière lui, très nerveuse, et il comprend qu'elle veut lui faire un massage en guise de remerciement. Angelica lui fait le massage, même si elle est très maladroite. Et Haruka se rend compte qu'elle n'est pas douée pour ça, mais décide de ne rien dire, pour ne pas la blesser. Quand elle doit terminer, elle lui demande s'il se sent mieux, et il répond que oui, mais en réalité, il a mal partout. Malgré tout, Angelica n'est pas satisfaite, et veut découvrir d'autres choses qu'elle pourrait faire. Haruka l'emmène donc dehors pour qu'ils observent ensemble le ciel nocturne. Il se rend compte qu'Angelica ne sait pratiquement que se battre, alors il lui caresse la tête et la remercie pour cette journée. Elle essaie de répondre quelque chose, mais n'arrive pas à parler et se sent frustrée. Haruka la rassure en lui disant qu'elle fait de son mieux pour progresser et lui propose de retourner en ville le lendemain. Elle s'inquiète, mais il la rassure en lui disant qu'il sera à ses côtés. Le lendemain, tous deux partent en direction de la ville. En chemin, il se met à pleuvoir et ces deux tourtereaux se précipitent vers la ville. Dès leur arrivée, ils retrouvent les filles, qui sont ravies de les revoir après si longtemps.
De plus, certaines d'entre elles lancent des regards malicieux à Haruka. La meneuse du groupe remarque que Haruka et Angelica sont étrangement proches l'un de l'autre, et les deux se séparent. Les filles s'approchent d'Angelica et lui font remarquer qu'elles revenaient elles aussi du donjon. Mais Angelica est très nerveuse. La déléguée de classe intervient et souhaite la bienvenue à Angelica. Haruka s'approche et dit à la déléguée de classe qu'il continuera à compter sur elle à l'avenir. Quelques garçons s'approchent de lui et lui demandent ce qui se passe entre lui et Angelica, mais il les renvoie simplement tous. Angelica s'approche, mais Haruka lui dit de continuer à discuter avec les filles pendant qu'il va faire un tour. Alors qu'il se retourne pour partir, Angelica tente de l'en empêcher en lui chuchotant d'attendre. Haruka est surpris d'entendre sa voix, et Angelica le remercie tant bien que mal. Après cela, elle retourne auprès des filles, tandis que Haruka se réjouit pour elle. Il se rend compte qu'après tout ce qu'il a vécu dans cet autre monde, il a appris que chacun a ses propres problèmes, ses angoisses et ses secrets, et qu'au fond, tout le monde est solitaire d'une manière ou d'une autre. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il soit vraiment seul. Fort de cette réflexion, il poursuit son chemin, déterminé à continuer à dominer ce monde par ses propres moyens. Et c'est ainsi que l'anime se termine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire sur École. Un bisou de la part de Hikame Anime.